il se fait que la glycémie monte. Mais c'est pas bon parce que ça va être délétère. Personne n'a bougé. Donc, je vous dis, il faudra alors faire très attention quand vous êtes face aux patients hospitalisés. À jeun moins de 140, on est d'accord. 2 heures après les repas, ça doit être moins de 180. Quand c'est au-delà, corrigez, stagiaire, même dans les services. Même quand tu as un gynéco là-bas, par exemple, tu as fait une glycémie à jeun 142, malade hospitalisé pour pelvis péritonée, tout ça. Dites au docteur, on va corriger. Dis, qui t'a dit? On a dit ça à la conférence. On a dit ça à la conférence. Et donc, voilà. Maintenant, la médecine interne. Vous avez compris sur le plan de l'introduction. Je salue la présence du docteur Capello. Je ne vous ai pas vu, docteur. Parce que c'est vous le maître des séances, donc on ne peut pas continuer à parler sans dire que vous êtes là. Voilà, c'est lui l'organisateur, hein? Docteur Blaise Capi. Voilà. Et donc, les hyperglycémies, je vous ai dit, on en a partout. Et maintenant, là, on va essayer de voir. Je vais essayer d'attirer votre attention. Selon qu'on est en médecine interne, selon qu'on est en chirurgie, selon qu'on est en obstétrique, surtout, selon qu'on est en pédiatrie. Je vais attirer votre attention d'une manière ou d'une autre. Alors, en médecine interne, généralement, ce sont des patients diabétiques qui vont avoir une complication du diabète sucré. Ils vont venir à l'hôpital, ils vont déséquilibrer davantage les glycémies. Ils vont présenter les complications aiguës hyperglycémiques. On va les voir. Ils viennent souvent, vous savez que parmi les cours d'admission en médecine interne, ce sont les événements cardiovasculaires, les AVC, les syndromes coronariens, ainsi de suite. Ils ont beaucoup d'infections sévères. Vous savez qu'en médecine interne, on a beaucoup d'infections. Il s'agit de paludisme grave, des sepsis, parce que les sepsis en principe, avec la définition actuelle, c'est déjà grave. Il n'y a plus besoin de dire sepsis grave, c'est déjà grave. Sepsis et corticothérapie, je sais combien de fois, souvent, docteur Niembwe fait parfois des pulse-thérapies aux patients, et donc il dit toujours à côté, surveillez la glycémie, parce qu'il faut faire très attention. Et donc, ces patients-là vont venir pour ces problèmes. Dès que les problèmes aigus sera jugulé et ils vont retourner à domicile pour leur suivi habituel. Alors, c'est ainsi que, désolé pour toujours la dimension de l'écran, ici c'est seulement pour vous dire que non, il y a, par rapport aux diabétiques connus, selon qu'il est de type 1 ou de type 2, à l'extrême là-bas, il y aura l'hyperglycémie au centre de tout. Ça, c'est quand il y a la carence absolue dans les types 1. Là, c'est la carence relative dans les types 2. Dans les deux cas, on va se retrouver avec l'hyperglycémie. Mais cette hyperglycémie sera associée à l'acidocétose lorsqu'il s'agit des types 1, parce qu'il y a une lipolyse qui n'est pas inhibée. Et la lipolyse produit les acides gras. Les acides gras vont subir la bêta-oxydation, produit les corps cétoniques. Et ce sont des corps cétoniques qui sont éliminés par les voies urinaires, sont éliminés par la laine et qui vont être toxiques pour les cerveaux. D'où les comas, douleur abdominale, la dyspnée, fausse dyspnée comme on dit. Alors que dans l'hyperosmolarité, le peu d'insuline qu'il y a, parce que la carence est relative, ne va pas conduire vers l'acidocétose, mais plutôt il y aura une hyperosmolarité, parce que la déshydratation à cause de la diurèse osmotique va stimuler le système irénien d'angiotensine aldostérone. Or, vous savez, dans ce système, l'aldostérone va récupérer le sodium. Le sodium va se retourner à la circulation. Vous suivez, non? Mais l'eau devait suivre, mais l'eau ne va plus suivre parce que piégé par le sucre dans les tubules rénaux. Et donc, le sodium va être réabsorbé seul. Et donc, ça va encore élever davantage les particules osmotiquement actives, notamment les glucoses et les sodium. Et donc, il y aura hyperosmolarité. Mais si vous me dites, mais pourquoi dans l'acidocétose, il n'y aura pas hyperosmolarité? Ici, parce que les corps cétoniques là sont en train d'être éliminés sous forme de sel de sodium. Donc, dans l'acidocétose, l'élimination des corps cétoniques sous forme de sel de sodium va faire en sorte qu'il n'y aura pas hypernatrémie. Donc, il n'y aura pas hyperosmolarité non plus. Et d'autant plus que les glycémies aussi, généralement, ne vont pas au-delà. C'est déjà à partir de 200, 250, 300. Alors que de l'autre côté de l'hyperosmolarité, vous avez les glycémies qui vont avoisiner 600, c'est même high, avec encore les hypernatrémies, donc vous comprenez pourquoi il y aura hyperosmolarité. C'est facile, non?
je suppose. Et donc, en phase critique, quand vous êtes en phase critique, il s'agit des acidocétoses, des états d'hyperglycémie ou bien d'hyperosmolarité hyperglycémique, ce qu'on dit actuellement. Parce qu'à l'époque, on disait seulement coma hyperosmolaire même. Ce ne sont pas des patients qui sont toujours en coma, ils peuvent ne pas être en coma, mais au moins il y a hyperglycémie hyperosmolaire ou hyperglycémie avec acidocétose, qui, dans leurs différentes étapes, peuvent aboutir au coma lorsque la prise en charge n'est pas précocement entamée. Voilà. Et donc, qu'il s'agisse des situations sévères, des péritonites, des infections sévères, comme nous sommes en médecine interne, des infections sévères, des événements cardiovasculaires, des AVC, des sepsis, des paludismes graves, lorsque les patients viennent avec des perturbations de glycémie, généralement, la voie intraveineuse est la plus souhaitée. Et cette voie intraveineuse utilise la seringue électrique que vous avez déjà eu à voir sûrement. Vous n'avez pas encore vu, vous passez à médecine interne, je crois qu'il y en a encore. Docteur, il y en a encore. Docteur Peter. Voilà, il y a les pouces seringues là-bas ou bien en réanimation, ça ne fait pas mal. Et donc, dans toutes les situations où il y a acidocétose hyperosmolarité, je l'ai dit, dans les situations où la glycémie n'est pas bien contrôlée par vos injections sous-cutanées, ça arrive. Vous donnez des injections sous-cutanées à un patient 3-4 fois, mais vous n'êtes pas satisfait du contrôle glycémique parce qu'on n'avait pas moins de 140 à jeun, vous n'avez pas moins de 182 heures après les repas, et donc vous pouvez passer à l'insulinotherapie par la voie intraveineuse. Ou bien des états cliniques qui sont vraiment sévères, des patients en coma avec des syndromes coronariens, des AVC, cytohémorragiques. Alors donc il faut faire très attention. Et donc le schéma existe, mais c'est que, je vous dis, ce qui est dans les livres, c'est ça. Vous donnez les bolus de 10 unités et puis 0,1 unité par kilo par heure. Si la personne a 60 kilos, il va commencer à avoir 6 unités chaque heure. À la course seringue électrique. C'est ça l'idéal. Alors, mais si vous n'avez pas ça, vous avez appris les fameux schémas mini-doses que tout le monde connaît, même avant de venir à médecine interne. Tu connais ça déjà, même quand tu dors, on te réveille en catastrophe. Tu dois connaître ça, même si tu attrapes la folie. Mais tu peux au moins répandre sur les schémas mini-doses. Il suffit de donner 10 unités en bolus et puis 5 unités chaque heure. C'est ça les schémas que vous allez utiliser dans les milieux où vous allez vous retrouver faute de bonnes conditions. Mais j'ai mis les autres schémas parce que ça existe. Vous pouvez aller quelque part, on vous dit, bon, il donne 10 unités chaque 2 heures. En sous-cutané ou en IM, c'est possible. Ça se fait parfois, mais ce n'est pas vraiment très classique. Notre maison mère, c'est les cliniques universitaires par où nous passons pour la plupart des cas. Même si vous ne passez pas par là, mais votre université est desservie par les enseignants de cette grande université. Et donc, en réalité, vous êtes toujours de cette grande école-là. Et donc, soit 10 unités en bolus et 0,1 unité par kilo par la pousse seringue électrique en place. Ou sinon, alors, le schéma mini-dose classique, 10 unités en bolus, 5 unités chaque heure, en vérifiant la glycémie, jusqu'à ce que la glycémie va être inférieure à 250 mg par décilitre. Vous faites la sommation, vous répartissez ça en 3-4 prises. C'est déjà connu, donc je n'ai pas besoin de trop m'attarder là-dessus, parce que ce n'est pas vraiment l'objet du jour. Aujourd'hui, moi, je voulais seulement faire voir que dans chaque service, dans n'importe quel service on peut se trouver, on aura besoin de pouvoir gérer les hyperglycémies parce qu'elles sont délétères sur les pronostics de nos patients, sur la mortalité de nos patients hospitalisés. Et donc, les liquides, il ne faut jamais oublier ça. Quand vous êtes face aux glycémies qui sont élevées, on peut calculer si on veut. Mais quand on ne sait pas calculer, 1 litre à flot, deuxième litre pendant 2 heures, troisième litre pendant 3 heures, quatrième litre pendant 4 heures. Faites seulement comme ça. Et le temps d'arriver 4e, 5e, 6e litre, déjà le patient sera déjà bien ça. On ne peut pas comprendre que vous avez reçu un patient au cours des urgences en médecine interne, au cours d'une urgence, au cours de la garde en médecine interne. Sa glycémie est soi-disant, vous avez commencé avec les schémas mini-doses. Mais jusqu'au matin, il a reçu combien de litres? 2 litres. C'est pas normal. Quand quelqu'un a déjà passé plus de 8 heures, il doit avoir eu au moins 4 litres, s'il vous plaît. On dit que la quantité totale qu'il faut donner, il faut les faire déjà en moins de 12 heures. S'il vous plaît, il faut vraiment réhydrater. Parce que dans les hyperglycémies, dans les urgences hyperglycémiques,
la réhydratation joue un rôle important. Moi, je dis toujours aux patients, lorsque vous avez votre tasse de thé trop sucrée, vous voulez réduire un peu la teneur en sucre, deux possibilités. Filtrer les sucres qui s'y trouvent ou alors ajouter de l'eau. Chers amis, qu'est-ce qui est plus facile? Et alors, donc, dès que vous mettez de l'eau, ça dilue. C'est la même chose. Quand il avait dit boire seulement, dès que vous réhydratez, déjà la glycémie commence à décéder soi-même. Avant même de mettre l'insuline. Parce que l'insuline, c'est donc vous voulez filtrer les sucres. Alors que l'eau, c'est pour pouvoir diluer. Et donc, la réhydratation va jouer un rôle capital. Et après, il y a toujours la jonction des potassium. Ça, on ne se dérange pas trop. Ce n'est pas l'objet du jour. Il y a des séminaires qui seront donnés en médecine d'ici là par rapport aux urgences hyperglycémiques. Et après, vous voyez, si le malade est transférable, dans un contexte de non-soins intensifs, alors vous allez les faire sortir avec des glycémies, des insulines par la voie sous-cutanée. Les patients qui sont sous corticoïdes, écoutez-moi très bien. S'il est diabétique connu, c'est même plus facile. Parce que là, le docteur Viviane souvent m'appelle. Il dit, Yaya, si on avait vu sur la glycémie, moi je dis toujours, n'ayez pas peur de la glycémie lorsque vous pensez que le traitement que vous devez instaurer est indispensable pour ces patients-là. Un patient poussé, je ne sais pas, des douleurs à cause de son lupus, écoutez, il faut une thérapie. Je vous dis, je vous accorde, donnez comme vous voulez. La glycémie sera jamais. S'il faut mettre l'insuline, on va mettre l'insuline. S'il faut mettre l'antidiabétique au bord, on le fera. Et donc, un patient qui est sous corticoïde, regardez. Tant que la glycémie n'a pas dépassé 140, ne vous inquiétez pas. Quand ça dépasse 140, commencez soit l'insuline par la voie sous-cutanée, soit les antidiabétiques oraux. Et on peut commencer par la metformine. Et donc, désormais, déjà, docteur Niemboué, d'elle-même déjà, ou ses collaborateurs, en unité de rhumatologie, après infiltration, ils vont demander au patient de faire la glycémie. Les jours où ils trouvent la glycémie à 150 ou à 160, ils peuvent déjà mettre la metformine, même s'ils ne vont pas appeler. Comment c'est la metformine? Des fois 500, des fois 250, il n'y a pas de problème. Parce que les corticoïdes, parmi les mécanismes d'action en dehors de la neuroglycogénèse, ça provoque aussi une insulino-résistance. Donc quand vous apportez la metformine, ça va jouer un rôle important sur cette insulino-résistance. Et donc vous allez voir que les glycémies peuvent bien se stabiliser. Mais si au contraire, les glycémies commencent à aller vraiment au-delà, et vous n'avez pas la capacité de gérer par la metformine, ou par un autre antidiabétique oral, ou par l'insuline par la voie sous-cutanée, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas non plus interdit de passer à l'insulinothérapie par la voie intraveineuse. Voilà. En médecine interne, je n'ai pas assez parlé parce qu'on parle de ça tous les jours dans les réunions du matin. Ce sont des choses qu'on connaît, tout ça. Bon, nous sommes en pédiatrie. Les glycémies vous intéressent aussi. J'aurais aimé voir aussi les pédiatres être là. Parce que les glycémies vous intéressent. Voilà. De toute façon, nous avons notre ambassadeur, docteur Mouela, qui est député de diabétologie, qui est en pédiatrie. Chaque fois qu'il y a un souci, appelez-les. Même la nuit, il ne faut pas hésiter. La science, c'est comme ça. Celui qui a des avances dans ce domaine, on l'appelle, on a son avis, sans trop de soucis. Ils savent, mes collaborateurs, comment papa, je peux appeler quelqu'un. Docteur Peter, quel médicament je peux donner là contre la fatigue là? Je ne vois pas là tout ça. Il va me dire, chef, Simon, chef, c'est tout cela. C'est pas mauvais. Il faut toujours demander. Moi je demande. Quand je ne comprends pas, je demande. Docteur Kapingassé, même, je n'hésite même pas. Et lui demander des avis, il me donne des avis à distance. Même si les honoraires ne suivent pas, mais ça finira par suivre. Bon, en pédiatrie, chers amis, est-ce que vous savez qu'il existe le diabète néonatal? On est avec un diabète. Bon, je vous épargne du mécanisme qui est là. Même si c'est rare, mais ça peut arriver. Hein. On dit une naissance vivante, c'est 300 000 naissances. Oh, il n'y a pas de problème, mais si ça arrive, ça arrive. C'est-à-dire, il y a une mutation sur chaque cellule, tout ça, toujours un canal potassique, ATP dépendant, mais il y a une composante majeure qui est composée, on appelle ça KIR 6.2. Alors, certains enfants vont présenter une mutation par rapport à ça. La conséquence, c'est qu'ils ne vont jamais développer les sorties de potassium. Or, lorsque le potassium ne sort pas, il n'y aura pas de polarisation. Quand il n'y a pas de polarisation, il n'y a pas entrée de calcium. Quand il n'y a pas entrée de calcium, il n'y a pas de libération de l'insuline. Et donc, ils vont présenter des hyperglycémies impossibles. Nouveau-né.
Alors vous serez surpris, mais d'abord avec un état de croissance intra-utérin, peut-être parce que bon, on commençait déjà au niveau de la grossesse et tout ça là. Bon, on est en néonat, je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre de la glycémie chaque jour, 2 3 fois par jour, je ne sais pas. Et vous allez être surpris, hein, vous faites la glycémie comme ça, 400, 500, un nouveau-né de 2 jours et 3 jours. Bon, par exemple, vous n'avez pas comprendre, l'enfant était là à côté de sa mère, et puis bon, voilà, on est allé prendre, la maman a dit l'enfant n'allait pas bien, le temps, elle est décédée. Quelle est la cause? Peut-être c'était seulement ça. Parce que vous n'avez pas l'idée que l'enfant nouveau-né, d'un jour, de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine, peut faire une hyperglycémie. Je vais vous sensibiliser. Vous devez être là aussi. Je viens de vous sensibiliser. Il faut faire attention avec le diabète néonatal parce que ça existe. Et d'ailleurs, face à ce diabète-là, on ne donne même pas les sucres parce qu'on ne donne même pas à faire grand-chose. Vous serez surpris, les sulfonyles l'urée qu'on donne. Parce que les sulfonyles urée agissent au niveau des récepteurs qu'on appelle sûrs, hein, récepteurs des sulfonyles urée, lesquels les récepteurs sont couplés au canal potassique ATP dépendant. Donc vous serez surpris, je suis en train de prescrire Grinépiride à un nouveau-né de 2 jours. 1 mg, 0,5 mg, anyway. Donc, sachez que ça existe. L'immaturité des agrico-régulations, faites attention. De la même manière que vous parlez de hyperbilirubine, hyperphysiologie. Ça se dit, non? C'est ça, non? Il y a des ictères physiologiques et tout ça. Pourquoi? Immaturité, non? Encore de son foie, ainsi de suite. Il dégrade trop les globules rouges, mais la prise en charge de la clairance hépatique est réduite. De la même manière, ils ont une immaturité enzymatique, métabolique, dans tous les sens. Et donc, faites attention aux glucoses, au sérum que vous donnez à ces patients, à ces enfants. Donc, ils peuvent se retrouver en hyperglycémie. Bon, ils auront des pampers, vous ne saurez pas gérer leur durée. Et après, vous allez vous rendre compte, pendant que vous cherchez à ce que la femme prenne quand même du poids, des grammes du jour au jour, mais ces grammes baissent tout simplement parce qu'il a une durée osmotique qui vous passe inaperçue, s'il vous plaît. Donc, la pédiatrie aussi concerne. Vraiment concerne. Bon, dans les pathologies aiguës, les mêmes mécanismes, c'est possible. L'enfant qui a une infection néonatale, sepsis, je ne sais moi quoi là, les méningoencéphalites, bon, vous avez plus méningique, voilà. Donc, ils vont aussi peuvent avoir aussi les hyperglycémies. Il faut apprendre à gérer si vous ne les gérez pas, et donc c'est compliqué. Donc, en néonat, au sein de la pédiatrie, la glycémie est obligatoire chaque jour. Chaque jour, je vous dis. Chaque jour. Bon, si c'est un diabétique de type 1 qui est déjà connu, ou même s'il n'est pas connu, faites attention aux acidocétoses inaugurales. Mais ces acidocétoses-là viennent avec quel tableau? Chers amis, douleur abdominale. Tous les enfants viennent, ils avaient des douleurs abdominales. Dyspnée, mauvaise respiration. Les enfants ne viennent qu'avec ça. Vous ne faites pas attention à la glycémie, vous commencez à soigner. Infection, si c'est quoi là? Je sais moi, fièvre, typhoïde, tout ça, vous soignez pas paludisme grave, infection urinaire. Vous êtes... Mais peut-être que c'est une acidocétose déclenchée par un simple, je ne sais pas, paludisme. L'hépatite peut être simple, mais ça va déclencher une acidocétose inaugurale diabète chez cet enfant. Et donc, j'attire votre attention sur les tableaux des douleurs abdominales, des dyspnées chez les enfants avec torpeur, obnubilation, asthénie physique, amaigrissement. En quelques jours, les parents vous disent, en tout cas, notre docteur, il a fondu en 2 jours. Et donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Bon, du reste, les enfants diabétiques existent, hein, type inconnu, type de connu, ou bien les cas des mobiles, ça existe, il faut faire attention. Mais aussi en pédiatrie, j'attire votre attention sur la surveillance glycémique pendant 48 heures des nouveau-nés des mères diabétiques, s'il vous plaît. Vous avez un nouveau-né, des mères diabétiques, vous faites soit des anamnèses là. Je vois souvent quand vous présentez, parfois vous commencez par les antécédents pour terminer par tous ces gymnastiques que vous faites là. Nés des mères diabétiques, grossesse, tout ça, macrosome. Quand vous avez un nouveau-né dont la mère était diabétique, après son accouchement, les 2 jours qui vont suivre, glycémie minimum 1 fois par jour, mais vous pouvez faire 2 ou 3 fois par jour. Et tout va se naître avec des hypoglycémies, bien évidemment. Mais ce sont des patients qui devaient être enregistrés pour une surveillance dans les futurs. Et donc les attitudes sont claires. Pour l'immaturité des agrico-régulations, éviter les solutions hypertoniques, intempestives. Pour les hyperglycémies des pathologies aiguës, bien évidemment, tout enfant qui vient en situation d'urgence, vous devez avoir sa glycémie. Quand c'est un diabète inaugural, rien à faire.
l'insulinothérapie par la voie intraveineuse, vous allez donner vous allez faire la correction hydroélectrolytique, ainsi de suite. En chirurgie, vous êtes aussi concerné. Ne vous en faites pas. Parce que vous avez aussi des pathologies aiguës, non? Vous avez des traumatismes qui viennent. Traumatisé, il vient. 25 heures du matin, on vous amène. Accident à fait routier, patient à bord des montées, entré en collision frontale. J'aime souvent ces présentations-là. C'était comment? On a tapé des comme ça ou bien comme ça. On dit ça frontal, voilà. Présentation chaotique. Pas de présentation chaotique. Mais c'est bon, mais quand vous voyez là, il y a une fracture, des ceci, de cela. Vous faites la glycémie à jeune, ça 50. Attention! Attention! Quand vous allez commencer à chercher à réparer ces lésions, ça risque de ne pas bien évoluer. Même les cicatrisations, même les consolidations poseront problème. Poseront problème. Poseront problème, énormément. On va initier quand même ces genres d'études, il y a beaucoup de mémoires ici. On peut faire comme ça pour voir un peu les glycémies, on peut de tous les patients, on peut regarder un peu leurs soucis, les durées d'hospitalisation, les séjours, la mortalité. Oui, vous allez voir que c'est comment c'est qu'on dit là. Les abdomens aigus, vous en avez. Les péritonites, les occlusions, les pancréatites, bon, ça dépend, ils peuvent commencer à médecin interne, finissent par chez vous. Les coliques, les hépatiques, les néphrétiques, ainsi de suite. Toutes ces situations aiguës là. Vérifiez la glycémie. Vérifiez la glycémie. À jeun moins de 140. Dès ça après les repas moins de 180. Si ce n'est pas le cas, insuline. Oh, docteur dans la diabétique, t'es au commis. Insuline. Bon, vous n'allez pas le dire au commis, mais vous allez dire non, c'est vrai. D'abord, les glycémies. On fait la médecine impossible. Antécédent, pas antécédent. Quand il y a un paramètre délétère, on les corrige d'abord. La suite, c'est cela. C'est tout. En cas de chirurgie mineure, chez un diabétique, ne vous dérangez pas, il continue son traitement habituel et puis bon, on ne change pas grand-chose. Mais quand il s'agit d'une chirurgie majeure, alors vous devez prendre certaines dispositions. Alors, quelles sont ces dispositions? Si vous avez programmé, vous avez la liste de plusieurs patients, les diabétiques doivent être pris en premier lieu. Quand vous prenez les enfants, les très âgés, considérez aussi les diabétiques, s'il vous plaît. Vous les prenez bien avant. Ne venez pas prendre les diabétiques, papa Mikoumou, à 14 heures. Non. Pas à 14 heures, s'il vous plaît. Planifiez en première position. Important. Alors, en père opératoire, c'est l'insuline seulement qu'on va utiliser. Jamais les jours de l'opération, les antidiabétiques au roi. Non. Je parle de la chirurgie majeure, bien évidemment. Et pendant l'opération, j'espère que les réanimateurs sont là, ou les représentants, tout ça. Vous opérez un patient diabétique, ou même s'il n'est pas diabétique, mais il est venu avec les glycémies élevées. Pendant l'intervention, la glycémie sera réalisée chaque 2 heures, Mais s'il y a des grandes variations, chaque heure, vous devez faire la glycémie. Donc, on doit avoir un glycomètre à la salle d'opération. C'est important, indispensable. Ça peut même définir aussi le déroulement de votre anesthésie. Beaucoup de choses peuvent vous échapper. Tout simplement parce que la glycémie n'était pas contrôlée chez ces patients. L'anesthésie loco-régionale n'est pas contre-indiquée, on peut le faire. Veillez sur les troubles neurologiques pendant que vous êtes en train de soigner votre patient. Peut-être que l'insuline que vous êtes en train de donner est en train de provoquer les choses. Et attention au point de pression. Même quand vous installez votre malade, faites attention. S'il y a des endroits où il y a des points de pression, faites un effort, mettez un peu de gants, même gonflez là, à côté là, parce que il peut seulement s'en sortir avec les escaliers. Ils peuvent déjà commencer là-bas seulement à salle d'opération. Après une intervention de 8 heures dans une même position, s'il y avait des points de compression, nous aurons des problèmes en post-opératoire. Post-opératoire. Les chirurgiens vont dire, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Ce qui était plus compliqué, on a enlevé la rate et tout ça, c'est seulement cette petite. Badigeonner seulement avec. Ah, ok, c'est bon. Mais c'est pas ça l'être diabétique. Vous allez voir la lutte qui prendra, c'est cette petite plaie qu'on pense être superficielle. Et donc, toute valeur supérieure à 180 en périopératoire, quand on dit péri, avant, pendant et après, toute valeur supérieure à 180 augmente la morbimortalité. Que je dise comment? Ça va augmenter la morbimortalité. Vous allez bien opérer, vous n'avez pas de problème.
Ce malade va mourir. Bien, sa situation ne sera pas bonne. Ça ne va pas bien évoluer. Les plaies vont s'infecter, la plaie va cicatriser lentement. Tout simplement parce que c'est glycémie était au-delà de 180. Appelez pas l'air à même 140. Et donc, vous avez tout intérêt à faire ces glycémies-là. Et donc, il y a quelques modalités de manière générale avant de pouvoir intervenir. Si la chirurgie est indiquée en urgence, les malades viennent à la salle d'urgence. On est 10 heures, bien 8 heures. Vous comprenez une appendicite et dit, on va le opérer. Il ne prend plus. C'est fini. Tout ce qui est pérose, on stoppe. Pas plus rien. On va aller à l'opération. Contact avec la médecine interne, si vous voulez. Mais sinon, j'ai choisi de vous donner des stratégies. Vous-même, vous pouvez déjà appliquer ça. Il va monter à la salle d'opération. Et puis maintenant, à partir de la salle d'opération, vous allez prendre de la glycémie. En fonction de la glycémie, là, bon, voilà, vous allez faire certains bolus et puis passer à un certain débit d'insuline par la pousseringue. Il y en a, j'espère, à la salle d'opération. Mais si c'est une chirurgie qui est bien programmée, tous les antidiabétiques oraux, pour la plupart, seront stoppés la veille. C'est-à-dire, la veille, il prend ses doses, mais les matins, il ne va pas prendre. Même s'il y avait les insulines retard, on ne va pas donner. On va se contenter seulement maintenant l'insuline rapide qu'on donnera en surveillant les glycémies. Bien évidemment, comme la personne n'a pas mangé, on couple ça avec une perfusion de glucose. Vous, parfois, qui dites, non, bon, il est diabétique, les glycosés, les liquides qu'on doit mettre. Non, non. Même si vous êtes en train de réanimer avant votre intervention avec les lactaires, les sérums physiologiques, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que vous avez à la salle d'opération, ce n'est pas exclu d'avoir les perfusions indiquées, les 3 perfusions qui sont en train de couler. Il y aura toujours un glycosé 10% parce que le malade est à jeun, mais vous devez toujours lui donner de l'insuline parce que les stress qu'il a fait subir, les hormones de contre-régulation ne feront qu'élever les glycémies. Et ces glycémies-là ne vont pas aider la réparation de ce que vous êtes en train de faire. Et donc, vous devez maintenant mettre un glycosé 10% avec de l'insuline, vous irez comme ça, sans déranger les autres corrections électrolytiques. Si vous n'avez pas bien compris, vous allez poser les questions après. Alors voilà, de manière générale, je ne vous demande pas de bloquer ça. Ça, ce sont des choses qu'on va discuter. On va discuter, échanger avec les anesthésistes lorsqu'ils nous appellent pour l'intervention des diabétiques. Bon, généralement, vous allez voir que entre 0,9 de 90 à 180, vous êtes en train de suivre, en train de regarder. Vous pouvez à peine donner aux patients une unité par heure d'insuline. Ce n'est pas très compliqué, une unité par heure. Mais dès lors qu'il dépasse 180 mg par décilitre, voilà, faites-lui un bolus de 3 unités et commencez à donner 2 unités par heure. Entre 180 et 250. De 250 à 300, donnez-lui 4 unités en bolus et puis vous allez commencer à donner 3 unités par heure. Si c'est au-delà de 300, c'est 6 unités en bolus et vous allez commencer à lui donner 4 unités par heure. Et la glycémie sera contrôlée chaque heure, pour voir si c'est une glycémie qui va en dessous. Vous allez seulement suivre les schémas. C'est-à-dire si il était à 400 et maintenant il est à 180. Vous allez regarder à 180, il va voir combien. Vous donnez 1. À 200, il va voir combien. À 2 unités par heure. Vous réduisez à 2 unités par heure. C'est ça l'avantage avec la pousse. Vous pouvez de temps en temps régler votre vitesse de perfusion. Voilà, donc ce qu'il faut retenir pour vous, c'est là, à partir de 180, non, à partir même déjà de 90, de 90, une unité, au-delà de 180, 2 unités par heure, au-delà de 253 unités par heure, au-delà de 300, 4 unités par heure, jusqu'à ce que l'intervention va se terminer. Et après la chirurgie, vous allez continuer avec la perfusion des glycosés, parce que le malade reste toujours à jeun. On a fait la parotomie. Il est encore à jeun, rien pérose, on attend les retours. C'est sûrement des gars, je ne sais pas si ça se dit toujours ou pas, bon, peut-être je suis en retard, je suis pas à la page. Et bien, il a encore ses sondes par-ci par-là, son nasogastrique, il a encore des sondes par-ci par-là. Bon, tant que vous n'avez pas encore autorisé l'alimentation entérale, et donc, ces patients va poursuivre avec l'insuline. Et puis, vous allez passer par la voie sous-cutanée classique. Parce qu'à la salle, donc, il était sous pousseringue. Quand il va sortir, il est en hospitalisation standard. Vous ne saurez pas bien gérer la pousseringue là. On peut passer à la voie alors sous-cutanée classique. Mais, vous vous rassurez toujours que,
À jeun, moins de 140. Et après les repas, moins de 180. Sinon, augmentez les doses. Vous hésitez, faites recours aux internistes. Heureusement qu'il y a quand même aussi les représentants des infirmiers, ainsi de suite. Les infirmiers hésitent beaucoup de donner les insulines. En médecine étant encore ça va, mais je vois mal un infirmier, les chirurgies, les gynécos donner 15 unités, ensuite ils disent je vois mal. Il risque de ne pas donner. Ou bien il n'a pas donné, il dit que oui, j'avais donné. Et donc, ça y est, ça, il faut qu'il s'est mis, il a là, il soit allé dans qui m'a bamba. Voilà. Non, non. Je crois que les infirmiers doivent aussi, ils ont des hésitations, appeler les médecins et discuter avec les médecins. Parce que toutes ces glycémies-là, au-delà des limites, sont vraiment délétères pour les patients. Si c'est un diabétique de type 2, bien évidemment, parce qu'on suppose qu'il avait ces antidiabétiques au bois. Autant qu'il a encore sous alimentation parentérale stricte, vous allez continuer avec l'insuline. Au besoin peut-être de glucosé, possible. Mais dès que vous allez, elle va répondre ou il va répondre l'alimentation orale, vous avez la possibilité maintenant de revenir au schéma habituel des antidiabétiques oraux. Mais là, il y a un souci quand même, il y a une préoccupation. Parce que la chirurgie peut perturber beaucoup de choses. Il sort de la chirurgie, peut-être avec des dyspnées, avec des problèmes, avec des désaturations, avec des hypoxies, avec une insuffisance rénale, il avait beaucoup saigné, il avait perdu beaucoup de liquide, on ne sait pas. Peut-être sa fonction rénale peut s'altérer. Donc c'est comme ça que, avant de pouvoir basculer, revenir au schéma avant, un patient qui a subi une intervention chirurgicale majeure, devra quand même être réévalué par rapport à sa fonction rénale. Donc c'est comme ça que vous allez voir vraiment la clairance de la créatinine. Au-delà des 60, pas de problème. Tous ces antidiabétiques oraux peuvent être repris. Mais si c'est entre 30 et 60, les autres antidiabétiques oraux, mais pas la metformine. Donc il faut toujours tenir compte de ça. Mais tenez compte aussi des glycémies. Si les glycémies sont encore au-delà de 200, maintenez le schéma basal prandial. Ne passez pas aux antidiabétiques oraux. Même l'hémoglobine glycée, si c'est supérieur à 9%, maintenez encore le schéma basal prandial sur l'insuline. Les patients pourront sortir, ils viendront au rendez-vous et puis on verra quand est-ce qu'on peut revenir aux antidiabétiques oraux. Donc, vous voyez, nous avons voulu parler de ça à tous les services possibles pour qu'ils comprennent que l'insuline, c'est l'affaire, les hyperglycémies, c'est l'affaire de nous tous. En gynéco-obstétrique, oui. Les hyperglycémies pathologiques qui sont possibles, vous avez aussi les pathologies aiguës. Bon, certains traumatismes peuvent vous être référés. Les viols, je ne sais pas, quand un traumatisme touche vraiment les secteurs vulvo-vaginal, tout ça, peut-être c'est la gynéco qui doit gérer ça. Les infections sévères, les endométrites, les péritonites, vous en avez aussi en gynéco-obstétrique. Et donc, même principe, gardez la glycémie à jeun moins de 140 et postprandial moins de 180. Mais c'est possible que ces patients-là, que vous ayez des patientes qui sont diabétiques déjà connus. Là, il n'y a pas de problème. Un diabétique connu doit demander le visa de tomber enceinte auprès de son diabétologue. Oui, c'est moi qui donne le visa, pas les gynécologues, s'il vous plaît. Je vais me voir, dit docteur, j'ai besoin d'un enfant. Oh, je m'arrange, nous allons voir les critères qui sont là. Il faut que ces glycémies, ces jours-là, avant la conception, soient entre 70 et 120 là. Post-prandial, même entre 100 et 140, vous imaginez. Hémoglobine glycée inférieure à 6, pas inférieure à 6. Parce que si elle tombe déjà enceinte avec des glycémies élevées, il y a les risques de malformation. Alors que dans les diabètes gestationnels, il n'y a pas souvent de malformation. Parce que ça survient presque au 3e trimestre, l'organogenèse était déjà passé. Et donc là, il y aura plus les bombes de poids. Gros poids, macrosomie, ainsi de suite. Il y a des complications maternelles, préclampsie, l'amnios, ainsi de suite. Premier trimestre de la grossesse. C'est important. C'est important d'avoir la glycémie. Premier trimestre de la grossesse. Même si les diabètes gestationnels, vous allez chercher ça au 3e trimestre, mais au premier trimestre, chercher ça s'il y a des facteurs de risque. On va voir les facteurs de risque des diabètes gestationnels. Nous sommes en gynéco. Et donc, avant la grossesse, même pendant la grossesse, il y a des critères. Ce qui fait que chaque fois que le patient viendra chez vous, tenez compte de son carnet d'autosurveillance glycémique. Et donc,
là, vous devez avoir des objectifs stricts, un bon contrôle pendant les 8 premières semaines avant la grossesse. Les glycémies prépandage, je l'ai dit, entre 70 et 120. Après les repas, 100, 140, et mon est inférieur à 6,5. Et il y a une notion de la type in range. Bon, c'est un peu du nouveau hein, en diabétologie, time in range. Il y a que les diabétologues qui en maîtrisent tout ça là. En fait, ça dit c'est le temps qu'on passe dans la cible des glycémies entre 70 et 180. On appelle ça time in range. C'est facile quand on a des capteurs. Actuellement, il y a des capteurs, des lecteurs de glycémie. On met un capteur, ça scanne les glycémies en permanence et ça envoie ça même dans votre téléphone. Et donc, ça peut vous dire que vous êtes passé pendant les 7 derniers jours entre 80, vous êtes passé, vous avez eu 50% de glycémie entre 70 et 180 par exemple. Et donc là, on dit il faut réserver 50% des temps passés dans la cible. Mais pendant la grossesse proprement dite, il faut que la glycémie agisse soit moins de 90. Moins de 90. Femme enceinte, moins de 90. Ici, nous sommes dans le contexte de la grossesse. Nous ne sommes pas dans la diabétologie habituelle. 2 heures après les repas, moins de 120. Et termine plus de 70%. Donc, cette gestante doit passer plus de 70% du temps avec des glycémies variant entre 70 et 180. C'est ça le time in range. Et donc, chaque fois que vous avez la glycémie qui dépasse les 100, vite, il faut chercher la cétonémie parce que c'est très délétère. Une femme enceinte ne doit pas faire une acidose. Donc, il faut toujours vérifier la cétonémie. Alors, je vous préviens, l'hémoglobine glycée n'est pas un bon effet de la surveillance glycémique en chronique. Ce n'est pas un meilleur effet parce que vous savez qu'avec la grossesse, il y a l'anémie, il y a beaucoup de choses. Et donc, ça ne donne pas un meilleur effet. L'idéal, c'est le fructosamine, mais qui n'est pas dosé dans la routine. Donc, vous allez vous contenter de votre autosurveillance glycémique, c'est-à-dire les contrôles de glycémie. La femme enceinte avec glycémie doit faire les glycémies 4 à 6 fois par jour, en principe. Et c'est avec ça que vous pouvez apprécier un peu son profil glycémique. Et donc, les moyens dans tout ça, les antidiabétiques, c'est possible. À l'époque, on disait pas metformine, mais non, on commence maintenant à donner. Donner la metformine, si vraiment on n'atteint pas les objectifs, eh bien, on peut maintenant passer à l'insuline. La metformine, c'est le seul antidiabétique oral qu'on peut donner au cours de la grossesse et pendant l'allaitement. Il ne faut pas que la femme qui était diabétique, de type 2 après l'accouchement, je peux reprendre mon daoni, mon éclase. Non, pas que ça. Tant que la femme allaite, pas d'antidiabétique oral autre que la metformine. Ça encore, je voulais le dire, parce que c'est vous qui allez les suivre en pédiatrie au cours des consultations prénatales, ainsi de suite, et pourquoi pas aussi en gynéco. Et donc, en pré-gestationnel, si vous avez un diabète pré-gestationnel, c'est-à-dire qui existait déjà avant, au cours de l'accouchement, tout dépend des glycémies. Comportez-vous comme une situation aiguë. Il y a un stress permanent, les contractions là, c'est douloureux. Nous n'avons pas l'expérience de ça. Bon, ceux qui en ont l'expérience savent. Ah, donc c'est insupportable. C'est permanent. C'est vraiment permanent, les stress. Et donc on peut placer malade sous seringue électrique. Regardez ce que nous avons dit pour la chirurgie. 180, vous pouvez mettre une unité par heure. 180, 250, 2 unités par heure. 250 à 300, 3 unités par heure. Au-delà de 304 unités par heure. Ce n'est pas mauvais, c'est de la bonne médecine. Il ne fera pas des hypoglycémies, ne vous en faites pas. Parce que la demi de l'insuline qu'on donne par la voie IV de 5 minutes. Dès que vous donnez, quand ça peut faire une ça s'élimine. Le problème pour vous, c'est-à-dire, vous mettez une certaine insulinémie pendant ces stress-là pour que cette insuline combatte les hormones de contre-régulation. Ne vous dérangez pas, il ne faudra pas les hypoglycémies. D'ailleurs, il y a aussi un sérum glycosé qui est là, qui coule en contre-route. Voilà. Alors, les hypoglycémies pendant la grossesse, c'est un trouble de tolérance, c'est ça le diabète gestationnel. Vous avez une tolérance glycémique, quelle que soit l'issue de l'évolution après la grossesse. Donc, vous dites qu'il y a un diabète gestationnel, mais
Faites le diagnostic différentiel. Assurez-vous que ces malades n'étaient pas déjà connus diabétiques, on ne les savait pas. Ça, c'est important. Et donc, les facteurs de risque du diabète gestationnel sont là. Les enfants de gros poids, âge avancé, primi âgé, vous avec des longues études. Ok, c'est bon. Primi âgé, faites très attention. Très attention. Parce que papa a dit, pas de diplôme, pas de mariage. Ok, pas de problème. Mais la primiparité aussi vous attend. Puis on tombe enceinte, pas un âge avancé, on est aussi à risque et tout ça là. Les autres facteurs de risque cardiovasculaires, l'obésité, l'hypertension, les dyslipidémies. Les macrosomies antérieures, une femme qui a déjà eu à avoir des enfants de gros poids, c'est un facteur de risque. Ou bien qui a déjà fait un diabète gestationnel dans le passé, il va encore le faire. Donc tout ça, en fait, c'est de la gynéco, en réalité. Donc quand le malade a tous ces facteurs de risque, même au premier trimestre, faites une hyperglycémie provoquée par la voie orale. Les doses de haut sur le là, c'est déjà dépassé. Là, on donne d'abord 50 minutes. On voit une heure après, si ça est au-delà des 130 grammes. Hyperglycémie provoquée par la voie orale. Immédiatement. 75 grammes. Puis on regarde. Donc c'est là qu'on dit, alors comment il faut dépister? Au début de la grossesse, glycémie à jeun, faites. Ou sinon, entre 24 et 28e semaine, si les patients n'avaient pas les facteurs de risque des diabètes gestationnels, vous pouvez ne pas faire au premier trimestre. Mais s'il a des facteurs de diabète gestationnel, vous faites d'abord au premier trimestre. Si vous n'en avez pas, vous allez faire maintenant à la 28e semaine l'hyperglycémie provoquée par la voie orale. Les critères sont là. À jeun, pas plus de 92. Une heure après, pas plus de 180. 2 heures après, pas plus de 153. Rien. Si seulement un paramètre de votre diabète gestationnel. Oh, docteur, la glycémie est à 93. Diabète gestationnel. Postprandial, 1 heure après le repas, c'était 182. Diabète gestationnel. 2 heures après, il était à 160. Diabète gestationnel. Ici, nous ne sommes pas dans les définitions classiques de diabétologie chez l'adulte. Ici, nous sommes en cas de grossesse. Et donc, il faut les mesures génodiététiques. Commencer avec la metformine. Si alors ça ne répond pas, l'insulinothérapie, schéma basal prandial, c'est possible. Et après l'accouchement, généralement, les besoins d'insuline, ça va baisser. 2-3 jours après l'accouchement, les valeurs, les glycémies peuvent même se normaliser. Mais attention, il faut suivre ces patients parce qu'il y a 3 issues en cas de diabète gestationnel. Soit que ce diabète-là continue, soit que ça s'améliore, mais il va faire encore, il va faire du diabète des années plus tard, soit alors il ne fera pas de diabète. Et dans tous les cas, il faut alors donner des rendez-vous à ces patients-là tous les 3 mois, tous les 6 mois pour rechercher maintenant un vrai diabète de type 2. Ça résume tout ce que nous avons dit. Voilà donc en conclusion, la glycotoxicité est délétère dans les situations médico-chirurgicales. Oh, il n'a pas cité pédiatrie, c'est dans médicaux. Oh, il n'a pas cité obstétrique, dans la chirurgie. Et ils opèrent, oui ou non? Même les simples accouchements, vous ne coupez même pas les placenta, vous coupez, non? C'est de la chirurgie, qu'est-ce que vous voulez? Donc, les épisions que vous allez faire, médicaux, c'est là. Anesthésie, ils sont dans médicaux. Donc, dans toutes ces situations médico-chirurgicales, l'hyperglycémie est délétère. Délétère. Vous savez, vous voyez comment beaucoup de diabétiques sont morts parce qu'ils ont attrapé la Covid. Ceux qui ont travaillé l'essai de Covid, ils ont vu ça. Le fait d'être diabétique, la mortalité est très élevée. Très élevée. Et donc, tous les services et ou départements sont concernés. De toute façon, nous sommes déjà à la conclusion. Tous les services sont concernés. L'insulinothérapie est indispensable pour ces patients-là, dans des situations aiguës. Et après, dès qu'on a maîtrisé les choses, conseil d'un diabétologue pour voir qu'est-ce qu'il peut faire comme relais pour ces patients-là. Voilà. Donc, je vais être pressé de voir mon visage comme ça. Donc, les contrôles glycémiques très indispensables pour améliorer le pronostic. L'insulinothérapies, c'est les moyens les plus efficaces. Pas IV, ou sinon les schémas basal bolus. Quand je dis basal bolus, c'est l'insuline rapide et l'insuline rétale. Et puis la possibilité de maintenir ou de reprendre le traitement que la personne avait avant. Hein.
Il faut juger au cas par cas. Là, vraiment, il faut maintenant entrer en contact avec les internistes et les diabétologues par rapport à ça. Et c'est pas ça là qu'il y a un problème de glycémie. Même si ça s'est déclenché à l'hôpital, ça s'est terminé à l'hôpital, il faut pour ces patients-là un suivi en diabétologie. Nous avons toute une idée de diabétologie qui peut vous accompagner à pouvoir aider tous ces patients. Nous avons dit et nous vous remercions. Ça, c'est notre qui avait fait les stages en Corée, dans cet hôpital-là de Corée. Non, moi c'est toi qui sous-estimes cet hôpital. Vous voyez comment c'est beau, hein? Quand je vais dans plusieurs endroits de l'hôtel, quand je mets ces enfants en demande, ça c'est où? Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a cet hôpital ici au Congo. Vous ne faites même pas la publicité. Moi je commence à faire la publicité pour vous. Rétro-commission plaisante. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, je m'excuse pour le retard avec lequel je suis arrivée. Voilà, comme d'habitude, il fait très bien les choses. La conférence était à la hauteur des attentes. C'était succinct, mais bon, moi-même, je me suis regardée, j'ai vu le nombre des patients je demande systématiquement la glycémie. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Ça fait partie des examens de routine. Mais le nombre des patients qui me ramènent des glycémies de 130, des glycémies à jeun de 140, et puis moi je me dis, bon, on fait l'hémoglobine piquée, et puis on va voir, donc je pense qu'on est nombreux à devoir rajuster les tirs. Donc franchement, c'était important et intéressant. Alors aujourd'hui, j'avais pris l'initiative d'inviter, vous avez constaté qu'on n'est pas seul, il n'y a pas que les médecins. J'ai invité les différents services parce que comme on se l'est dit en choisissant ce sujet, c'est un problème qui nous concerne tous. Tous comme personnel de santé, mais tous, on a un diabétique en famille, toujours. Un voisin, un ami, un cousin. On a un diabétique dans le service, on a des collègues qui le sont, et nous traitons tous les diabétiques, tous autant que nous sommes. Nous avons une unité de diabéto. Quand je vois les chaises vides, moi ça me fait mal. Parce qu'il ne passe pas un jour sans qu'on reçoive au moins un patient diabétique. Le tiers de nos patients, on n'a pas fait les statistiques, mais tel que je vois, plus ou moins le tiers de nos patients est diabétique. Même s'il vient pour autre chose, c'est des patients qui sont déjà pour la plupart connus diabétiques. Et ceux qui ne le sont pas, ils ont toujours des glycémies. Docteur Kipou, vous ne me contredirez pas, docteur Kaïbabou. La plupart, ils ont des glycémies élevées. On est à 150, on est à 200, on est à 400. Hein, on est à, comme on dit, glycémie high. Donc, voilà. Et ces patients-là, on les suit tantôt, plutôt, plus ou moins. On ne sait même pas quel est le médicament qui a été donné. Quand vous faites le tour de ça, vous avez la migraine. Parce que vous ne savez plus très bien, il a reçu quoi, combien, quand, on ne sait pas. Un très mauvais suivi. Donc, quand bien même ils réussissent à survivre, malgré un suivi plus ou moins chaotique, quelquefois un bon suivi, et qu'ils sortent, et ils sont partis dans la nature. Après, ils achèteront sûrement des produits au coin des rues. Hein, ces personnes qui crient là, hein, qui ceci, sa maladie, diabète, hémorroïdes, tension, faiblesse sexuelle, c'est des médicaments qui soignent tout. Je vois que c'est là qu'ils vont. Et moi, ça me fait mal parce que ces mêmes patients, 6 mois après, ils reviennent encore. Des fois, ils reviennent avec un accident cardiovasculaire déjà là. On vous dira qu'il était hospitalisé il y a 6 mois, toujours ici, qu'il était là. Ça veut dire qu'il y a un problème de suivi. Et c'est ce problème-là que je voudrais qu'on puisse résoudre tous ensemble. On est tous concernés autant que nous sommes. L'exposé ne pouvait pas prendre tous les aspects techniques, mais je crois que l'exposé a dit l'essentiel. Là, nous allons passer à la phase des questions. Je prendrai la parole encore à la fin. Je voudrais qu'on pose des questions beaucoup plus efficaces.
déficiente, je voudrais qu'on évite de parler de son grand frère qui est malade aussi à la maison. Ce n'est pas une consultation publique ici ou privée. Hein. Les cas personnels, on pourra voir dans les couloirs. Mais qu'on pose des questions qui vont nous aider tous dans nos domaines, qu'on soit médecin, quel que soit le service où on est, qu'on soit du laboratoire, qu'on soit de la nutrition, qu'on soit, j'espère que tout le monde est là, de l'imagerie. Posons les questions, on va alors on va procéder par série de 5 questions. Je vous prie. On va procéder par série de 5 questions et puis 5 questions réponses, 5 questions réponses. Donc le débat est ouvert. Des questions? Ceux qui ont des questions, lèvent la main. Vous levez la main, vous vous présentez et vous posez la question. Il y a une main levée ici. Oui, déjà. Allez-y, maman. Oui, c'est Madame Annie, la nutritionniste au sein de l'ASC. En tout cas, je tiens à remercier le Dr Kapongo, notre interniste. Vraiment, l'exposé a été... C'est le numéro du moment ici. Je suis quand même un peu grippée, vous comprenez ma voix. En tout cas, félicitations d'avoir abordé cela. Et j'aimerais savoir, vous avez bel et bien parlé sur l'aspect médical. Et du point de vue aspect diététique, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous donnez du côté diététique? Parce que vous êtes là comme un grand service de diabétologie. Mais nous, en tant que nutritionnistes de la classe, nous ne sommes pas concernés. Donc, c'est comme si nous sommes oubliés, je ne sais pas. Hein? Pas trop dire. Merci. Une autre question. S'il vous plaît, hein, on n'a pas l'éternité, donc levez la main déjà, comme ça on sait vous repérer, et posons des questions concises et courtes, s'il vous plaît. Je suis le médecin stagiaire du service de pédiatrie. Ma question, c'est de savoir, le docteur avait dit, surtout en Rivalpo, lorsqu'on fait une consulothérapie, et qu'il suit l'arrivée qu'il y a une hyperglycémie, du coup de donner la metformine. Et dans un tableau où on a une insuffisance rénale chez ces patients-là qui est sous consulothérapie, quelle est la molécule à donner, sachant qu'elle va une contre-indicale quand même insuffisance rénale? Troisième question. Oui. Allez, s'il Je paye des services de chirurgie. Ma question est celle-ci. C'est en rapport avec les nouveau-nés. Les nouveau-nés en pédiatrie qui viennent de naître alors qu'il y a eu une erreur de la part de l'infirmière et que les cellules glucosées puissent couler pendant 24 heures, mais à moins de 3 heures, on remarque qu'il n'y a plus la perfusion. On dose la glycémie, il y a une hyperglycémie. Quelle est votre attitude à ça? C'est le docteur Saleh Ndeba, de Europe Medical Center, ancien stagiaire à l'ASC. La question est la suivante. Saleh Ndeba, vous avez parlé de la perfusion des sérums glucosés 10% pendant la chirurgie, lorsqu'on donne l'insuline, des glucosés 10%. Le temps que prendra cette perfusion et la quantité, vraiment, quand arrêter la perfusion et comment doit couler la perfusion. Alors, merci pour la parole. Je suis Kandou, médecin stagiaire précisément au service de la chirurgie. Alors, je voulais poser ma question
par rapport à ce que le docteur Mouye a dit, en ce qui concerne la gynéco, il a dit que c'est très mauvais qu'une femme enceinte puisse entrer dans un tableau d'acidose métabolique. Alors que dans la prise en charge, il a encore insisté que les médicaments au choix, c'est la metformine. Alors sachant que par rapport aux effets indésirables de la metformine, il y a aussi une acidose métabolique. Je ne sais pas. Voilà, on va arrêter dans la première série. Merci beaucoup pour toutes les questions qui montrent l'importance, l'intérêt qu'on a attaché à ça. À toutes ces questions, on peut même prendre 1 heure pour y répondre. Je comprends les soucis. Parce que nous, on est des pédagogues. C'est quand quelqu'un pose des questions, je comprends les autres difficultés qu'il y a derrière. Mais bon, on va je vais au-delà. En réalité, maman, Anne n'a pas posé la question. Anne. Annie. On a connu Anne, Annie, ok. En réalité, c'est une interpellation. Côté Kaïba, côté moi là. Nous n'avons rien à dire, ok? Nous avons compris que nous avons un vase clos. En principe, il faut qu'il soit là. Donc, soit au jour des consultations, soit on s'arrange, ils sont avec nous, et dès que le patient termine, on les oriente là. Seulement, il y a quand même certains soucis, certaines difficultés. Avec les nutritionnistes, c'est parfois que nous rencontrons. Les choses sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, la nutrition même des patients diabétiques fait même certaines disciplines spécialités. Il y a des médecins, des diabétologues, mais lui, c'est la nutrition des patients diabétiques. Parce qu'au fur et à mesure, on est vu dans pas ça. Pas de tout ce qui est sucré là. Pas de matébé, pas de choux, pas de madès. C'est compliqué. Donc actuellement, les problèmes, c'est avec l'index glycémique et la charge glycémique. Actuellement, c'est comment préparer, quand il faut les prendre, quelle quantité prendre. On est plus dans ça. Vous restez dans les préférences d'un patient, vous essayez de voir comment il faut lui demander de préparer une nourriture. Mettez-vous à la place d'un moutété à qui vous allez dire pas de riz. Est-ce que vous comprenez? Et le régime déjà à la noter. C'est la belle famille. Ma belle famille. Je connais leur attachement au riz. C'est-à-dire, ne mangez pas les riz. Ah bon? Ah, c'est compliqué. Mais il y a moyen de le dire, c'est possible. Mais quel type de riz? Préparer comment? Quelle quantité? Est-ce que chaque jour? Voilà à peu près. Alors donc, ce que je peux dire, maman, amie, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une séance de travail, savoir un peu. C'est que vous pensez des régimes qu'on peut proposer. C'est que vous pensez des régimes qu'on peut proposer aux patients. C'est que nous pensons, comme ça on peut avoir un feuillet. Chaque fois qu'un patient vient, on peut lui remettre tout ça. Bon, nous, on aborde plus le côté médical, du côté pharmacologique. Et les restes, on peut vous envoyer, sachant ce que vous allez lui dire. Ça nous rassure. Parce que quand il vient au rendez-vous, je dois me rassurer qu'il suit bien le régime. Ainsi, ce qu'il a fait des femmes comme aliments, tout ça, est en contradiction avec ce que je sais. Alors que ce qui a été proposé de l'autre côté, c'est compliqué. Donc, c'est une bonne interpellation. Je prends ça à cœur. C'est un service de diabétologie, on peut dire des métabolismes. Je voulais même introduire même le service par rapport à l'obésité et tout ça là, mais bon, j'hésite un peu tout ça. Mais sinon, il fallait qu'on prenne aussi en charge les obèses et ainsi de suite. Donc voilà, nous avons bien compris. Le message est entré dans les bonnes oreilles. Peter, maman a mis derrière vous. On coopère déjà. Oh, on coopère déjà, c'est bien déjà. Les médecins stagiaires de pédiatrie par rapport à la corticothérapie, qu'est-ce qu'il faut? On met quelqu'un sous corticoïde. J'ai dit que la glycémie n'est pas 140, on peut mettre la metformine pour combattre l'insulino-résistance, mais son problème c'est avec l'insuffisance rénale. Bien évidemment, quand on soigne les patients, quand on soigne les malades, on peut dire traitement c'est ça. Mais il faut tenir compte des contre-indications. Si le malade a une tolérance de la créatine qui est inférieure à 60, on ne donne pas la metformine. En ce moment-là, on peut choisir notre antidiabétique oral. Je peux choisir notre antidiabétique oral. Un sulfonylurénique, c'est possible. Je suis dans un diabète cortisonique pratiquement, hyperglycémique cortisonique. Je peux choisir ça. Ou quand moi, pour être un peu plus à l'aise, je mets un peu d'insuline. Même avec l'insuline, tu peux commencer par une insuline seulement bazar. De l'argile, 10 unités le soir, ça peut toujours passer aussi. Donc, quand il y a une contre-indication à un médicament, quand il y a une contre-indication est presque absolue, on stoppe, on ne donne pas, et puis on cherche une autre alternative. Docteur Manamana,
les nouveaux-nés, voilà. Et sous perfusion, glucosé 10%, on ne respecte pas les temps, en 2-3 heures, c'est déjà fini et on contrôle la glycémie, c'est élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous précipitez pas sur l'insuline. Réhydratez d'abord avec autre chose que les glucosés 10%. Vous avez compris, non? J'avais dit, quand les taux laténaires en sucre est augmenté dans la tasse, tu filtres le sucre ou bien tu ajoutes de l'eau. Ok. Réhydratez d'abord seulement bien ces nouveaux-nés-là. Une bonne hydratation, réduisez les quantités des glycosés, et puis vous allez voir, vous allez contrôler, après vous allez voir que ça peut s'améliorer. Parce que vous allez trop aussi avec l'insuline, vous risquez de donner l'hypo. Or, son hypoglycémie, c'est pas bon parce qu'il n'a pas aussi les mécanismes de pouvoir augmenter cette glycémie. Vous risquez maintenant de le perdre à cause de cette hypoglycémie. Docteur Salem Deba, il a insisté, ancien stagiaire de ASPE. C'est très bien. C'est bon. Je ne sais pas comment il a pris l'information, il est là. Sérum glycosé 10% pendant la chirurgie, quelle quantité, quelle vitesse, c'est tout ça. En fait, c'est une manière de maintenir. En fait, c'est 1 litre peut placer en 6 à 8 heures, ok? Vous n'êtes pas dans la précipitation. Allez, vous vous dites seulement que non, bon, en fait, ces patients ont les glycémies qui sont élevées. Avec la chirurgie, les stress, il aura davantage de glycémie élevée, il faut l'insuline. Mais entre-temps, ce malade est âgé. Il faut lui apporter les glycosés. Je n'ai pas besoin de faire les calculs, on sait qu'une unité d'insuline transporte 5 grammes de glucose. Et que, bon voilà, si on met glucosé 10%, là, il y a à peu près, si c'est autant de grammes de glucosé, si c'est 100 grammes ou quoi, quelle quantité d'insuline qu'il faut mettre, 20 unités. Ça, c'est de manière générale. Oubliez tout ce que je vais dire là-bas, ça risque de vous compliquer pour lui. Placez une perfusion en 6-8 heures, vous avez de vérifier vos glycémies. Et chaque fois que la glycémie dépasse 180 unités par heure, 180, 253 unités par heure, au-delà de 304 unités par heure, et vous êtes naturellement en train de surveiller, mais votre glucosé est là pour que le malade ne bascule pas en hypoglycémie. C'est bon? Donc, on n'a pas, mais il ne faut pas que vous lui donnez, vous mettez un glucosé 10%, année en 2 ans, non. C'est juste une voie, donc une alimentation, c'est vraiment progressif, c'est vraiment progressif. Docteur, quand vous les chirurgies, médecin stagiaire, quel docteur? Quand? Alors, en cas d'acidocétose, il faut faire attention à l'acidocétose chez les patients diabétiques, chez les gestantes diabétiques, c'est ça. Il faut faire attention, c'est pas bon. Effectivement, c'est pas bon. Je l'ai dit, je confirme encore, c'est pas bon, parce que tous ces corps cétoniques vont être délétères, et pour la grossesse, et pour la femme enceinte. Et donc, entre-temps, j'ai dit, il faut donner la metformine aussi. Est-ce que je ne crains pas la complication? Non, la metformine, s'il y a une complication, c'est l'acidose lactique. Ce n'est pas l'acidocétose. Donc, il n'y a pas de problème avec la metformine, parce qu'on ne provoque pas l'acidocétose, mais plutôt l'acidose lactique, mais à condition que les malades soient très déshydratés, personnes âgées, insuffisance hépatique, hépatocellulaire, insuffisance cardiaque ou insuffisance respiratoire. C'est dans ces conditions-là que la metformine, il ne faut pas donner, ou sinon les malades qui doivent bénéficier d'une chirurgie majeure parce qu'il va passer par une anesthésie, ou les patients qui vont bénéficier de produits de contraste radio-iodé, hein, il va passer par une UIV, là il faut faire attention avec. Mais sinon, il n'y a pas de problème. La metformine ne s'accompagne pas d'acidose cétodiabétique, mais plutôt de l'acidose lactique. Et docteur Niemboué-là, on a eu affaire des cas plusieurs fois. Combien de fois au cours d'une réunion du matin, vous avez entendu acidose lactique? Il n'y en a même plus parce qu'on a maîtrisé maintenant les contre-indications de la metformine. Depuis qu'on a maîtrisé les contre-indications de la metformine, on rencontre très rarement l'acidose lactique. Je ne sais pas même si à l'âge que j'ai déjà posé l'acidose lactique. C'est resté dans les livres. Merci. Nous vous prions de préparer la deuxième série de questions. Avant de passer à la deuxième série de questions, nous allons demander aux représentants de Gates de venir nous faire leur présentation. Il est là, où est-ce qu'il est? Gates Pharma. Le pharmacien Christian. Donc vous préparez les questions, vous les notez déjà et on va passer juste après ça à la deuxième série de questions.
Ça, il faut mettre les micros. Mettez le micro là. Là où il y a le haut-parleur, les ordinateurs. Les techniciens d'aujourd'hui, ils n'ont pas mangé les matins. Qu'est-ce qui se passe? Ou sinon, les pharmaciens prennent les micros, ils commentent. Les sociétés pharmaceutiques dont la croissance est la plus rapide dans tous les pays où ils opèrent, nous avons touché la vie de millions de personnes. Tout au long de notre parcours, nous avons franchi des étapes extraordinaires, car nous avons toujours accordé la priorité aux personnes. Nous nous donnons des défis à lever dans le secteur de la santé. La façon dont les populations perçoivent les problèmes liés aux soins de santé, et nous sommes loin de résoudre tous les problèmes. Notre équipe de plus de 5700 personnes conduit ce changement dans plus de 22 pays à travers le monde. Chaque jour, nous développons plus de 542 marques pharmaceutiques, couvrant un large éventail de maladies dans les domaines de l'hépatologie, de la gastro-entérologie, des maladies cardiovasculaires, pulmonaires, rhumatologiques et infectieuses. Le succès repose sur l'ADN de notre organisation, qui repose sur nos employés solides. Nous investissons dans les rêves de nos employés qui grandissent pour se réaliser et augmenter leurs capacités. Ce sont les travailleurs et travailleuses de Getz Pharma qui ont prouvé leur passion et promis de développer les normes les plus strictes en matière de produits pharmaceutiques. Getz Pharma favorise la synergie des talents actifs au travail, ce qui se traduit par un engagement commun à produire des résultats extraordinaires afin d'atteindre les plus hauts standards de qualité dans tous les domaines. Notre paradigme unique en matière de ressources humaines et de processus nous permet d'atteindre ces objectifs en mettant l'accent sur la conformité réglementaire et la qualité, tout en favorisant l'innovation et la créativité. Nous croyons en un apprentissage constant et périodique. En tant que société pharmaceutique en croissance constante, nous consacrons notre temps à contribuer aux grands objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Nous développons des médicaments sûrs, efficaces et abordables afin que le monde entier puisse avoir accès à des médicaments salvateurs. Grâce à notre succès, nous sommes restés fidèles aux valeurs qui sont au cœur de notre activité et ont profondément influencé notre recherche, nos produits et notre relation avec nos partenaires. Getz Pharma, principal exportateur de produits pharmaceutiques du Pakistan, répond à des besoins de santé différenciés et non satisfaits par le biais de nouvelles initiatives de développement de médicaments. Chez Getz Pharma, la sécurité fait partie de la culture de l'entreprise. Nous favorisons la sécurité dans tous les aspects, y compris la sécurité des infrastructures, des employés, de l'environnement et des communautés. Le laboratoire de contrôle de la qualité Getz Pharma, le seul au Pakistan et le troisième dans la région, a été préqualifié, accrédité et validé par l'Organisation mondiale de la santé. Getz Pharma estime qu'une entreprise est en soi une force sociale importante et qu'elle est particulièrement habilitée à faire une différence dans la vie des gens. C'est pourquoi notre vision ne s'arrête pas là. Getz Pharma est en train de mettre en place la plus grande usine pharmaceutique en Asie du Sud sur un site unique pour répondre aux besoins de santé sans cesse croissants de la région. Our values are respect, and we'll have respect for people, our employees, our suppliers. The important basis of our people are very passionate. Passion is within our DNA. Passion to excel, passion to perform, passion to work together, and passion to enjoy what we're working towards. Une entreprise est synonyme de sens, de valeur, de mission, de vision.
l'innovation dans le secteur de la santé. Chaque jour, Getz Pharma commence avec cette vision. Chaque jour est une nouvelle occasion de toucher des milliers de vies. Parce que la maladie ne connaît pas de frontières, notre engagement est mondial. Nous, on préfère vous écouter, vous, hein, et écouter la vidéo. Hein. Ok, merci pour votre attention. D'une manière brève, Getz Pharma est une firme pharmaceutique pakistanaise dont l'usine de fabrication a été préqualifiée et approuvée par l'OMS à Genève. Getz Pharma est à présent implantée dans plus de 45 pays dans le monde, est en cours d'expansion dans plus de 55 pays d'ici 2024. Et nous sommes très honorés d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter la gamme que Getz Pharma a mise sur le marché congolais. Dirigez vers la machine. Dirigez vers la machine. Oui, oui. Dirigez vers la machine. Dirigez vers la machine. Elle vous demande souvent et puis vous voulez vous balancer seulement. Ok, nous commençons avec nos antidiabétiques oraux. Ampicette n'est rien d'autre qu'empagliflozine. C'est un inhibiteur de sodium glucose au transporteur 2. Où nous avons deux doses, la dose de 10 mg ainsi que la dose de 25 mg. Et nous avons Ampicette M, empagliflozine associée avec la metformine. Où nous avons la dose de 5 mg de empagliflozine associée avec 500 mg de metformine. Et nous avons 5 mg de empagliflozine associé avec 850 mg de metformine, ainsi que nous avons empagliflozine dosée à 5 mg associé avec 1 g de metformine. Nous avons aussi la dose de 12,5 bar 500 et la dose de 12,5 bar 850, ainsi que la dose de 12,5 bar 1 g. Utilisée en cas de diabète de type 2, utilisée aussi en cas de l'insuffisance cardiaque, a aussi un effet supplémentaire en néphrologie. À part empagliflozine, nous avons Previa, qui est notre sitagliptine, les inhibiteurs de DPP4, où nous avons deux doses, la dose de 50 mg ainsi que la dose de 100 mg, ainsi que Previamet, sitagliptine associée avec metformine, où nous avons deux doses aussi. La dose de 50 mg de sitagliptine associée avec 500 mg de metformine, ainsi que 50 mg de sitagliptine associé avec 1 g de metformine. Previamet, utilisé toujours en cas de diabète de type D. Ce sont des inhibiteurs de DPP4. Notre Ampicette utilisé toujours en cas de diabète de type D. Ce sont les inhibiteurs de sodium glucose au transporteur 2. Ainsi que nous avons notre Sifomib, il reste sous le nom de Getril, qui est notre Glimepiride, où nous avons 4 doses, la dose de 1 mg, 2 mg, 3 mg, ainsi que 4 mg. Utilisé toujours en cas de diabète de type 2. Et en dehors de Getril, nous avons notre Rosuvastatine, sous le nom de Rovistan, où nous avons 3 doses, la dose de 5 mg, 10 mg ainsi que 20 mg. Enfin, nous avons notre Gabica, notre prégabaline, où nous avons 3 doses, la dose de 50 mg, 75 mg ainsi que 100 mg, utilisée en cas de douleur neuropathique. En cas de douleur neuropathique diabétique est utilisée, en cas de douleur neuropathique générale est utilisée. Et en dehors de Gabica, nous avons Gabapentine, qui est notre Gabix. Nous avons des doses, la dose de 100 mg ainsi que 300 mg, utilisée toujours en cas de douleur neuropathique. Et en dehors des antidiabétiques oraux que nous avons, nous passons à revoir rapidement nos anti-asthmatiques inhalateurs, sous le nom de Fortra, qui est l'association de formoterol
associée avec bibélosine, ainsi que Santra, association des salmétérols associée avec fluticasone. Chers participants, traitez l'asthme avec Fortra ou Santra, l'association des formotérols plus bibélosine, Santra, l'association des salmétérols plus fluticasone est un traitement intelligent, un traitement smart. Pourquoi? Parce qu'au même moment, vous avez un médicament de soulagement, un médicament de secours. Chez Santra, nous avons salmétérol comme un bronchodilatateur. Nous savons que l'asthme est une maladie chronique caractérisée par la bronchoconstriction. Nous avons un bronchodilatateur salmétérol dans Santra, ainsi que formoterol dans Fortra. Et nous avons bidénosine comme un corticoïde, un anti-inflammatoire dans Fortra. Et nous avons fluticasone, un corticoïde, un anti-inflammatoire dans Santra. Et en dehors de ça, nous savons que la majorité des asthmatiques souffrent aussi de la rhinite allergique. Et en dehors de Fortra, Santra utilisé dans l'asthme, nous avons ajouté un produit Montiguet, qui est notre montelukast, utilisé en cas de la rhinite allergique. C'est un anti-lécotrienne. Et en dehors de Montiguet, nous avons Moxiguet, utilisé en cas des infections respiratoires, où nous avons une seule dose de 400 mg. C'est notre moxifloxacine, qui nous rend de 4e génération. Et en dehors de Moxiguet, nous avons notre azithromycine, où nous avons des doses, la dose de 500 mg en comprimé et la dose de 200 mg par 5 ml en suspension. Et en dehors de ça, nous avons un nouveau produit que nous appelons Damsoline Plus. C'est l'association des damsilosine plus ditastérique, utilisée en cas de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Où nous avons la damsilosine dosée à 0,4 mg comme un alpha-bloquant associé avec ditastéride comme inhibiteur de 5-alpha-réductase qui ralentit la croissance de la prostate en bloquant l'action de la testostérone sur la prostate. Et nous avons la dose de 0,4 mg de damsilosine associée avec 0,5 mg de ditastéride, utilisée en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate. Et en dehors de ça, enfin, nous avons Solifène, notre solifénacide, un antimuscarinique M3, utilisé en cas de la vessie hyperactive, qui se manifeste par les symptômes comme l'incontinence urinaire, la nocturie, la vie de trop uriner, où nous avons la dose de 5 mg à raison de 1 comprimé par jour. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. On a découvert beaucoup de bonnes petites choses à chaque musicien de Messine. Voilà, on va continuer la série des questions. Est-ce qu'il y a encore des questions ou bien on peut arrêter là? Docteur Capo, je vous prie de gagner en place. À la barre du savoir. Voilà, la deuxième série des questions. Merci bien pour la parole que vous m'accordez. Moi, c'est M. Paul Dionga, infirmier chef de service adjoint de VIP. Je pose donc une question. Il y a des 6 points sur lesquels je voudrais intervenir. Le premier point, c'est une observation que je voudrais faire par rapport à l'intervention de Dr Manamana. Je pense que c'est un exemple en santé comme ça que nous devons sortir ces choses qui dérangent. J'ai aimé, je ne pense pas féliciter Dr Capon, c'est la première fois que j'assiste à la formation qu'il donne, et il y a des choses que j'ai gardées. La première formation que j'ai assistée lorsque nous étions en pédiatrie, c'était une formation que j'ai appris beaucoup de choses que je connais aujourd'hui. Et je suis content lorsque le docteur Capon a paraphrasé le docteur Manamana, il a évité de citer le nom de l'élection. Les brebis galaises sont les recrues de partout. Il y a des infirmiers qui commettent des erreurs tout autour des médecins qui commettent. Donc, quand vous avez dit infirmiers en famille, le règle n'a pas bien surveillé la confusion, ça m'a dérangé. Pourquoi n'est pas sérénité tout ce qu'il y a eu qui aurait de l'observation de confusion? On va pas se noter, mais est-ce qu'on peut passer à la question, s'il vous plaît? J'ai dit ceci, docteur. Je n'ai pas une question posée. C'est cette petite observation et. C'est noté. Oui. C'est noté. Et puisqu'il y a des erreurs comme ça, je vais cacher des choses d'urgence. Il y a un médecin qui a. Évoluer, papa, pour c'est noté, s'il vous plaît. D'accord, merci. Maintenant, pour terminer, docteur, c'est bon, mais c'est pas si ça vous dérange. Silence, s'il vous plaît.
demande à toute l'équipe organisatrice de cette formation si on peut être... S'il vous plaît, là on va plus s'entendre. Voulez-vous bien vous taire pour qu'on puisse suivre les questions? Les questions, les observations sont posées à l'intention de tous. Oui, je disais ceci. Après cette observation, je sollicite l'équipe organisatrice de cette formation si on peut disposer à notre possession de support, puisque la formation est très très riche. Et donc, lorsqu'il expliquait, il y a de bonnes choses qui étaient là qu'on ne pouvait pas ni écrire, ni écouter. Si on peut disposer, peut-être c'est un peu sur l'équipe technologique, on peut passer pour avoir ce support. Merci. Deuxième question. Merci beaucoup. Docteur Moulet est service d'anesthésie et réanimation. Je voulais savoir, docteur, il arrive en clinique qu'on puisse instaurer un schéma d'insuline, mais on rencontre souvent deux problèmes et je voudrais que vous puissiez donner un avis sur ces deux problèmes. Soit les malades vous disent qu'il n'a pas de la nourriture pour manger avant de prendre l'insuline, ou soit qu'il n'a pas l'argent pour doser la glycémie. Et nous, étant que cliniciens, comment est-ce que nous pouvons faire? Merci pour la parole. C'est le Dr Mwidi et Léon Medical Center, ancien médecin stagiaire de l'AS. Donc j'ai trois petites questions. La première est celle-ci. Vous avez parlé de la metformine dans la prise en charge du diabète gestationnel. Et s'il y a une contre-indication à la metformine, on peut donner un sulfamide hypoglycémique. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut donner le sérum glucosé 5% peut-être administré chez un diabétique avec hyperglycémie, par exemple dans le cas des perfusions de la kidney? Et puis la troisième question, bon, on nous dit chaque fois que dans la prise en charge du diabète type 2, parmi les antidiabétiques, on privilège la metformine si la patiente ou les patients a un surpoids ou obèse, et puis les sulfamide hypoglycémiques si les patients sont maigres. Je ne sais pas si cette théorie est toujours en actualité. Oui, tu as la caméra. Le médecin stagiaire Mbengi de la gynéco-obstétrique. Ma préoccupation est par rapport au diabète néonatal. Le docteur Kapong a évoqué plus les facteurs qui concernaient du côté maternel. S'il pouvait nous dire aussi s'il y a certains facteurs du côté du père qui pouvaient entraîner le diabète néonatal. Merci pour la parole. Je voulais profiter de cette conférence, surtout de la présence du docteur Rémi Kapong, pour avoir une précision sur un problème que nous rencontrons souvent lorsqu'on commence un traitement avec l'insuline. Parfois, vous vous dites qu'il y a quand même une hyperglycémie très élevée. Alors, on commence avec une forte dose d'insuline. Mais après, vous avez encore une hyperglycémie réactive à l'hypoglycémie entraînée par la forte dose d'insuline que vous avez donnée. Alors, comment s'y prendre devant ce genre de situations? Et aussi, une deuxième question, comme les pharmaciens ont quand même souligné ça, je voudrais quand même savoir aussi la place des inhibiteurs des SGLT2 dans la prise en charge du diabète type 2. Voilà, on va donner la parole au docteur Rémi qui va répondre. Après ça, on prendra la dernière série de questions et pour les autres questions, ce sera dans les couloirs. Bon. Pour Papa Paul, la modératrice, chef de service de médecine interne, a réagi pour le support à la formation, de mettre à notre disposition les supports. Quand on finit comme ça, ils ont déjà les supports. Alors ils vont les distribuer comme on veut. Nous, on partage la science même sans
droit d'auteur. Et donc, pour le docteur Koundé qui est anesthésie réa, vous voulez mettre un schéma d'insuline et puis il n'y a pas de nourriture. Oh, c'est compliqué. Non, mais si dans le contexte d'anesthésie et réa, c'est-à-dire que vous êtes soit en réa, soit des malades graves, soit au bloc opératoire. Donc là, il n'y a pas de problème. Si c'est un diabétique, s'il y a des problèmes avec les glycémies, vous devez instaurer votre insulinothérapie avec un glucosé à côté, comme on a dit. Et donc, vous allez jouer, être à l'équilibriste pour que, à jeun, vous n'ayez pas des valeurs plus de 140 et 2 heures après le repas, vous n'ayez pas des valeurs au-delà. OK? Mais un patient qui n'est pas dans des situations critiques, là, soins intensifs, réa ou quoi, il est en hospitalisation standard. Généralement, ce sont des schémas basales pendant qu'on dit qu'on donne par la voie sous-cutanée. Et là, nous disons ceci. Pas de nourriture, pas d'insuline rapide. Point bas. Pas de nourriture, pas d'insuline. Quand on n'a pas mangé, on ne donne pas l'insuline rapide. Parce qu'en fait, même celui qui a un réel tout ça, il a fait de manger par les glycosés 10%. Vous comprenez, non? Vous allez dire que si vous n'avez pas de quoi ça à manger, on ne donne pas. Mais vous allez donner l'insuline retard. Parce que le pancréas humain fait quoi? À chaque repas, il y a une sécrétion d'insuline. Ok? Mais entre les repas, il y a une sécrétion basale. Ça ne devait jamais nul. Il n'y a pas un moment où le pancréas ne sécrète rien. Non, ça n'existe pas. Donc c'est comme ça qu'on mime ça aussi. Si la personne n'a pas mangé, il faut garder une dose qui lui sert d'insuline retard et puis ça va couvrir quelques besoins. C'est bon, non? Ok. S'il n'y a pas d'argent pour contrôler les glycémies et tout ça, là, vous venez au service de diabétologie. Vous négociez avec le docteur Mouela, il peut peut-être, si vraiment c'est important, parce qu'il y a eu des moments où on ne sait pas bien contrôler. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est éviter plus des hypoglycémies. Quand on ne sait pas bien contrôler, ayez des doses qui vous sécurisent. Même si les contrôles de glycémie donnera 200, 220, ce n'est pas grave, au lieu de continuer à majorer tout ça. Mais dans l'autre même cas, vous n'avez pas d'argent pour contrôler les glycémies, la clinique, la diurèse, les signes de décompensation métabolique, comme on dit, polyrie, polypsie, polyphagie, fatigue, ça peut vous dire non, ici il y a un déséquilibre et on peut réadapter les doses. Docteur Mouidi, metformine et diabète gestationnel, si contre-indication, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, je rappelle encore, diabète, allaitement. Si vous voulez donner un antidiabétique oral, seulement la metformine. Si la metformine est contre-indiquée, parce qu'on ne tolère pas tous les gastro-intestinaux, insuffisance rénale, on doit passer par la chirurgie, on doit insuler. C'est bon? Ok. Alors, sérum glucosé 5% chez les diabétiques, qu'en pensez-vous? Vous voyez les sérums glucosé 5% là, c'est pas grand chose, hein? C'est pas avec ça que tu vas chercher à corriger les glycémies chez quelqu'un. C'est comme de l'eau. Hein. 5%, ça veut dire 5 grammes dans 106. Donc tous les vaccins à peine 50 grammes. Est-ce que vous savez quand vous mangez ce que vous apportez comme quantité de glucose? Quand il y a des patients même à l'hôpital, quand on place un sérum glucosé, en réanimation, ces gens sont dit, quand vous avez besoin d'une voie veineuse, tout liquide qui est apporté de même en place. C'est ce qu'on dit. Donc si on est chez les diabétiques, il fallait d'abord avoir la voie veineuse. Le sérum glucosé, c'est pas un problème, même quand ça coupe petit à petit. Et c'est comme ça que les patients, j'ai profité, c'est comme ça que les patients, parfois, qui sont sous schéma guinine, bon, maintenant on les donne plus assez, nous à notre époque, c'était vraiment les schémas guinine, hein. On connaissait ça vraiment. On mettait parfois à peine dans 500 mg, dans 500 cc, on mettait 1 gramme d'abord, et puis on mettait 500 mg dans 500 cc. C'était comme ça. À peu près, comme ça, tout ça. Et les diabétiques disaient, non, je suis diabétique, les glucosés. Mais dites-moi, glucosé 5% veut dire 5 grammes dans 100 cc. Donc tous les vaccins, c'est 50 grammes. Donc si vous prenez vos 500 grammes, donc vous avez que 25 grammes. Et c'est des 5 grammes qui seront étalés en 4 heures. Dites-moi, qu'est-ce que ça va apporter comme perturbation de la glycémie? Même pas. Ils sont pratiques, ils sont pragmatiques. Moi, je dis toujours à quelqu'un, lorsque tu manges, tu sais ce que tu apportes. Quand tu as, parce qu'à vous voir ici, là, 4 boules de foufou, et puis vous avez poisson, et puis tout ça là, et puis à la fin, une bouteille de vitamines. Est-ce que vous savez que vous apportez à peu près 200-300 grammes de glucose?
qui représente les 25 grammes que vous avez placé là. Non. Donc c'est pour vous dire que les sérums glucosés 5%, n'ayez pas peur de ça, d'accord? Oui. C'est comme ça même quand on fait les schémas mini-dose en principe, ou bien les l'insulinotherapie par rapport à intraveineuse directe. Tant que les corps cétoniques sont positifs, on vous dit qu'il faut garder l'insulinotherapie par rapport à l'intraveineuse, mais les risques c'est l'effet hypoglycémie, d'où remplacer les sérums physiologiques par les sérums glucosés. Ça ne vous posera pas de problème. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire, les sérums glucosés 5% chez les diabétiques, ce n'est même pas un problème, ce n'est même pas un souci majeur. Choix, metformine, sulfonine, urée, ça c'est d'abord quoi la question? Ah, par rapport à l'indice de masse corporelle, c'est ça en fait. Non, ça c'est dépassé. Maintenant on a compris que dans les diabètes de type 2, c'est l'insulino-résistance. Mince, gros ou quoi? Metformine. À l'unanimité, toutes les sociétés savantes, Association américaine de diabète, Société francophone du diabète, Société européenne d'études sur le diabète, NICE, toutes ces metformine, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion, c'est d'abord la metformine des diabètes de type 2. En deuxième intention, traitement, donc centré sur les patients. Choisissez. C'est là que vous avez peur du poids, c'est là que vous avez peur de l'hypoglycémie, selon que c'est le coût qui est élevé, selon la tolérance de chacun, selon les maladies cardiovasculaires en présence ou pas. Mais en première intention, c'est la metformine. Ce n'est plus à faire les choix comme on veut. Médecin stagiaire qui voulait seulement venir juste ici devant pour poser sa question, mais stopper un peu plus loin. Diabète néonatal. Bon, je ne sais pas ce qu'il a dit, vous avez seulement incriminé du côté maternel, du côté paternel, qu'est-ce qui se passe et tout. Non. Ici, moi, je dis que le diabète gestationnel, c'est un diabète qu'un enfant frappe parce qu'il a développé une mutation qui concerne la pompe à potassium. C'est une mutation. Je pense qu'il voulait savoir si c'est un côté héréditaire. Oui, ok. Des côtés héréditaires, effectivement, il y a un côté héréditaire. Hein? Par rapport au côté héréditaire, c'est plus le père qui donne le gène qui est responsable de cette mutation-là. C'est plus les pères. Tu as raison. Merci. C'est plus les pères. Alors, papa, pour votre génération, vous êtes un peu compliqué. Il m'a mis des enfants là, diabétiques. Chez nous, il y en a pas. C'est comme les sexes, hein. Il me donne que les filles, des crapauds. Depuis quand les filles sont des crapauds? Elles sont. Là, vous les avoir, après vous aurez beaucoup de prêtres, des blocs qui vont se quitter. Vous avez entendu? Docteur, c'est déjà dit. À l'initiation de l'insuline, voler de fortes doses, et puis parce qu'il y a l'hypoglycémie, et après c'est l'effet glycémique. Et éviter les ping-pong. Nous appelons ça les ping-pong. Écoutez ce que je vais vous dire. Quand vous voyez un patient chez qui vous diagnostiquez le diabète, ça n'a pas commencé ces jours-là. Il traîne ses effets glycémiques depuis longtemps. Le pied d'agitation que vous pouvez avoir lorsque le pronostic vital est menacé par l'hyperosmolarité, bien par l'acidocétose. Mais un patient qui passe là, 400, il est là, 100 000, 100 000. J'ai pu lui préciser que les médicaments rentrent à la maison, ne vous en faites pas. Il a déjà traîné ses hyperglycémies depuis. Pourquoi nous, là, nous avons ça nous agiter? Et docteur Niemboussé, au Québec, qu'est-ce qu'on disait? Quand vous ne connaissez pas la sensibilité d'une personne à l'insuline, évitez de commencer avec des fortes doses. Il est là, il a 300 et quelques et tout ça. Commencez même 3 fois 5 unités, c'est pas un problème. Pour me laisser commencer 3 fois 20 unités. Comment 3 fois 20 unités? Et puis il va faire l'hypo, vous courez encore 10%. Et là, il va encore remonter à l'hyper. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Calmons-nous, s'il vous plaît. Ok? Quand vous voulez initier à l'initiation de l'insulinothérapie, un patient chez qui vous ne connaissez pas encore sa sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire insulino-naïve, c'est-à-dire qui n'a jamais pris l'insuline dans sa vie, commencez par des petites doses. Et puis, commencez à réajuster au fur et à mesure. C'est bon? Ok. La place des inhibiteurs des sérums glycotransporteurs dans le diabète de type 2. Je sais que le pharmacien Christian a présenté. Je lui ai dit à côté, il dit, tu ne m'as pas dit que tu vas passer ici. Moi, je suis partout. Il faut m'échapper. Sinon, j'allais peut-être parce que tout ce que nous disons là, les complications ici chez les diabétiques, en réalité, c'est lorsque leur diabète n'est pas équilibré, docteur. C'est ça, c'est ce que j'aime dire parfois. Toutes ces perturbations arrivent parce que son diabète, dès le départ, n'était pas équilibré. Mais si le diabète n'est pas équilibré, donc vous aurez des complications. D'où il faut bien équilibrer les patients diabétiques bien avant. Diabète de type 1, pas de problème. Insuline, 0,5 à 1 unité par kilo, moitié sous forme rapide, moitié sous forme état, en fonction de l'aide de vie, point.
Mais quand c'est le type 2, metformine là-bas, objectif de l'hémoglobine glyquée, moins de 7%. Ça ne répond pas, passez à la deuxième intention. La deuxième intention, choisissez ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a un sulfonine IRE et ils ont présenté les G3? Est-ce qu'il y a un inhibiteur de DPP4 et ils ont présenté les sitagliptine? Est-ce qu'il y a un inhibiteur des sérum glycotransporteurs et ils ont présenté leur empagliflozine, si c'est empagliflozine. Voilà. Et 3 mois après, hémoglobine glyquée. Si vous n'atteindez pas l'objectif, ajoutez une troisième molécule, ajoutez une quatrième molécule, et l'insuline vient un peu plus loin. On n'est plus trop pressé maintenant d'entamer l'insulinothérapie chez les diabétiques de type 2 parce que nous avons maintenant beaucoup de molécules sur place. C'est là que je félicite souvent les films parce qu'ils nous permettent maintenant d'avoir à notre portée plusieurs médicaments qu'on peut, parce que dans la physiopathologie, il n'y a pas que l'insulino-résistance et l'insulino-sécrétion qui est perturbée, anormale, mais il y a aussi d'autres anomalies qui nécessitent maintenant les autres molécules là. Donc voilà à peu près ce qu'il faut comprendre. Mais alors la particularité des inhibiteurs des sérums glycotransporteurs, leur place, c'est dans la protection cardio-rénale. Les malades chez qui il y a des soucis, insuffisance cardiaque, il y a un problème rénal, il y a microalbuminurie. Même si on avait commencé par la metformine en deuxième intention, mettez les inhibiteurs des sérums glycotransporteurs. En plus, en sus de la normalisation de la glycémie, ça protège aussi sur le plan cardio-rénal. Pas dans les mécanismes, vous allez voir, ça va entraîner l'hypovolémie. Oh, quand ça entraîne l'hypovolémie, le cœur est soulagé parce qu'on réduit la précharge. Et les reins aussi sont soulagés parce que ça vous évite les hypovolémies. Ça vous évite les hyperinfiltrations, ainsi de suite. Donc, voilà vraiment les choix par rapport à ça. C'est un groupe de médicaments que tout le monde maintenant prescrit. Les cardiologues sont dans les unités de son glycotransporteur. C'est pas pour la empagliflozine et ça arrête à 10 mg. Mais nous, en diabète, nous allons jusqu'à 25 mg. Les néphrologues s'arrêtent aussi à 10 mg pour les microalbuminuries, pour réduire la filtration, mais nous arrivons jusqu'à 25 mg. Et donc c'est un produit qui est vraiment en vogue actuellement parce qu'il a été décidé que désormais, lorsqu'on met au point un médicament antidiabétique, au-delà de la normalisation de la glycémie, on doit se rassurer de la protection cardiovasculaire et rénale. Et tout médicament qui apporte ces vertus-là est le bienvenu. Voilà ce que je peux dire par rapport à la place des inhibiteurs des sérums glycotransporteurs. C'est-à-dire, en deuxième intention, chez tout malade, quand on veut, quand on a un peu d'argent, il n'y a pas de problème, on donne. Mais de manière particulière, si on veut, en sus de la normalisation de la glycémie, au-delà du contrôle de la vision glycocentrique, on peut aller maintenant à la protection cardiovasculaire et rénale. Voilà les indications sérum glycotransporteurs. Il faut me payer les formations. Voilà la toute dernière série des questions. Donc, les médecins, on va commencer par les aider. Est-ce qu'il y a des questions parmi les médecins? Il y en a un deuxième médecin. Docteur, vous avez posé déjà votre question. On va donner la chance à ceux qui n'ont pas encore posé des questions. Donc, après les médecins, on passe aux stagiaires. Rapidement, on pose des questions. Moi, c'est docteur Logo, médecine interne. Je voulais savoir si nous sommes devant une situation où on fait des données beaucoup de liquides, par exemple, chez un malade cardiopathe, et qu'il a une hyperglycémie high. Qu'est-ce qu'il faut faire devant cette situation? Question. Haussez la voix. Haussez la voix. Merci pour la question. Moi, c'est le stagiaire de Wadi et le professeur de l'île. Ma question, c'est articulée autour des instruments de glucose. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut suivre les questions? Oui. Merci pour la parole, Khaled. Je voulais savoir les liquides de choix pour faire les instruments de glucose en général et chez un hypertendu en particulier. Passez le micro. C'est le médecin Sergent Bourgo de la chirurgie. Je voulais savoir quelle est la hypoglycémie face à un diabétique connu à jeu de cancer qu'ils ont admis dans un contexte de traumatisme chez qui vous avez dit à
traiter correctement et qui présente un choc réfractaire aux amis vasoactifs, y compris à ces schémas militaux que vous avez hier exploré, qui est savoir en tant qu'un généraliste. Est-ce qu'on peut suivre? Il y a beaucoup de bruit là dans le fond, les stagiaires. Ça veut bien que je n'aime pas. Est-ce qu'on peut se taire et suivre les questions? Merci pour la parole. C'est Dr Wassana, docteur de l'hôpital général de Cabinda. J'aimerais juste avoir de précisions, docteur. Lorsque nous recevons des patients avec des situations aiguës, qui ont ces troubles glycémiques, nous le mettons sous insuline. On commence par la voie IV, après un moment on fait la voie sous-cutanée. Je voulais seulement avoir le valeur glycémique pour passer de la voie sous-cutanée de la voie sous-cutanée pour le relier à ces ados. Donc un diabétique de type B qui fait une situation aiguë, on le met sous insuline et d'abord IV, on passe sous-cutané et puis quelle est la valeur glycémique ciblée pour le remettre sous ces ados. Question. Bon, docteur Bassala, tout simplement parce que j'ai Bassana, tout simplement parce que j'ai écrit votre question au-dessus des autres questions, donc je commence par là. Dans les situations aiguës, vous avez les hyperglycémies, voie IV, et vous êtes passé en sous-cutané. Alors, si vous avez quitté IV, vous êtes passé en sous-cutané, c'est-à-dire que vous avez eu des glycémies satisfaisantes. En fait, vous êtes passé en voie sous-cutanée. C'est-à-dire que cette personne a quitté les blocs opératoires, les unités de soins étendus de réanimation pour une salle standard. Et donc, quel est le seuil pour passer maintenant sur la diabétique? C'est-à-dire que les problèmes, la situation aiguë est déjà maîtrisée. 48 heures de pérexie, lui qui avait un sepsis, ok, lui qui avait, c'est pas un syndrome coronarien, bon, la troponine est en train de se négativer, les CG est en train de s'améliorer, ainsi de suite. Il avait son AVC, bon, il est en train de s'améliorer, ainsi de suite. Si déjà cette situation aiguë s'améliore, et que vous êtes dans les objectifs de glycémie par rapport à ça, vous allez maintenant commencer à basculer par les antidiabétiques oraux. C'est-à-dire les glycémies à G inférieur à 140 et bien sûr après les repas sont inférieurs à 180. Donc c'est bon. Et que la situation aiguë s'est améliorée, vous reprenez vos antidiabétiques oraux. C'est clair? Ok. Docteur Dongo, récession hydrique, quid si glycémie? Ah, il fallait réhydrater avec beaucoup de liquide. Non. Bon, c'est vrai, il a les patients et en insuffisance cardiaque, vous pensez qu'il faut plus donner assez de liquide, sinon vous allez les surcharger davantage. Et qu'il a une glycémie, ah, vous allez se mettre évoluer avec. Parce que ici, la déshydratation ne pose pas de problème. Vous pouvez, quand vous allez faire l'hyperosmolarité, vous calculez l'osmolarité, vous allez voir que ça ne sera pas très élevé. Parce que si on réduit, on fait une réduction, ça veut dire que la personne a une hypervolémie, non? Parce que déjà une hypervolémie. Et même en hypervolémie, là, je ne pense pas qu'il puisse avoir des glycémies aïe pendant qu'il a l'hypervolémie. Parce que ça sera vraiment bien dilué. Ils sont même parfois en hyponatrémie, en hypoglycémie à cause de la dilution. Et donc, si, bon, pour une raison ou une autre, il a une glycémie qui est au-delà de 600, et donc vous allez vous contenter de l'insulinothérapie par la voie intraveineuse ou bien les schémas mini-dose classiques. Les médecins stagiaires ont dit schéma mini-dose, liquide de choix en général. Liquide de choix en général. Pour l'acidocétose, parce que là il n'y a pas d'hyperosmolarité, on met les sérums physiologiques. Suivez-moi bien. Pour l'hyperosmolarité, on met toujours aussi les sérums physiologiques. Pourquoi? Parce que l'osmolarité des sérums physiologiques est moins que l'osmolarité réelle du patient. Donc on donne toujours ça. Mais bon, il y a des écoles qui disent qu'on peut donner les solutions hypotoniques. Et là, vous avez les glycosés 2,5% et puis vous avez les sérums physiologiques 0,45%. Qui ne sont pas toujours pas faciles à trouver. Ou sinon, il faut les fabriquer, c'est compliqué. Vous prenez de l'eau distillée, vous enlevez
la moitié des sérums physiologiques pour remplacer par 507 d'eau distillée. Regardez toutes ces manières-là qui risquent encore de devenir sceptiques et les liquides risquent de ne pas être sceptiques. Voilà, donc. Et puis il faut faire très attention quand vous avez trop de solutions hypotoniques, vous risquez aussi de provoquer des édèmes cérébrales. Parce que quand il y a une hypotonie au niveau plasmatique, dans les liquides va maintenant sortir pour aller annuler extracellulaire, donc risque de faire des OAP et pourquoi pas même des édèmes cérébraux. Chez l'hypertendie, il n'y a pas de problème. Sérum physiologique. Les médicaments type hypertension existent. Si ça monte, on va donner les médicaments type hypertension. C'est ce que je vous ai dit. Ne soyez pas bloqué devant cette situation, d'accord? Oh non, je ne donne pas les diabétique. Je ne donne pas il est hypertendie diabétique comme le sérum mix. Quel sérum mix? Le sérum mix, il y a quoi? Il y a les glycoses et l'hypertonie. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez que les données de sérum mix, c'est différent des données de 507 des sérums physiologiques. C'est différent des données de 507 des sérums de 5%. Donc vous n'avez rien fait. Et donc, mettez les liquides qu'il vous faut. La personne est déshydratée, tous les électrolytiques, diarrhée, vomissement, légère la table. Choix. Quelqu'un qui a une déshydratation extraordinaire, sérum physiologique, pas de problème. Vous voulez nourrir quelqu'un, glycosé. Et maintenant, s'il y a des anomalies qui vont suivre ces thérapies-là, vous allez les corriger. Avec les anti-hyperglycémiens, avec les anti-hypertension. Boloko, là, ton cas clinique, là, je ne comprends même pas. Diabétique, attendez. Diabétique âgé de 35 ans, c'est ça, non? Il vient de faire un traumatisme. Quel traumatisme? Une petite fracture d'une phalangie, je ne sais pas. Bon, traumatisme. Bon, si c'est un polytraumatisé, il est grave, il est aux soins intensifs, je ne sais pas. Après, vous réhydratez correctement, mais les chocs est réfractaire. Mais commencez d'abord à vous dire, ces chocs-là, de quel type? C'est ça, non? Parce que si c'est réfractaire au remplissage, c'est que les chocs-là n'étaient pas hypovolémiques. Et là, il faut voir soit c'est sceptique, alors dans les contextes de son traumatisme, est-ce qu'il n'a pas aussi sa porte d'entrée? Peut-être cutané, s'il y a une plaie dans son traumatisme, ainsi de suite. C'est cela qu'il faut savoir. Si c'est un polytraumatisme avec atteinte encéphalique, atteinte cérébrale, avec des troubles neurologiques, peut-être c'est un choc neurogène. Si tous les centres cardio-respiratoires sont déjà endommagés, vous pensez que vous allez avoir gain de cause même si vous réhydratez? Il n'y en aura pas. Donc ici, le problème, c'est de pouvoir savoir ces chocs-là et de quel type. Avant de dire que c'est réfractaire, il faut savoir c'est quel type de choc. Et par rapport, s'il est diabétique, le schéma est le même. S'il est en soins intensifs, s'il est en réanimation, et la glycémie en gène, moins de 80, moins de 140, et la glycémie post-mondiale, moins de 180. Si c'est au-delà, bon, voilà, placez votre sérum, votre insuline par la voie IV. Si vous pensez que vous allez le maîtriser mieux. Surtout s'il ne mange pas et tout ça. Donc, mettez l'insuline par la voie intraveineuse directe à la pousse seringue électrique avec un glycosé à côté. Donc, il y a toujours moyen de faire tout ça là. À moins que je ne comprenne pas autrement. Si le malade a un choc réfractaire, alors il faut chercher à savoir. Est-ce que cardiaque, de manière dépassée, dans son traumatisme, est-ce qu'il a fait un syndrome coronarien aussi? Et même maintenant, on fait l'AVC, on peut faire aussi un syndrome coronarien. C'est pareil. Sachez-le aujourd'hui que 50% des chocs cardiogéniques sont d'origine ischémique. Donc, on ne sait jamais, ils font aussi des ischémies silencieuses, qui le sait. Donc là, il peut avoir un problème avec son cœur, est-ce que ces chocs-là est cardiogénique au point que votre remplissage aggrave encore la situation? Auquel cas, il faut recourir maintenant aux amines vasopresseurs. Lorsqu'un choc est réfractaire, ce sont les amines vasopresseurs. Si c'est sceptique et les autres, la noradrénaline. Si c'est cardiogénique, c'est beaucoup plus la dovitamine qui joue les jeux. Merci beaucoup. Je vous ai religieusement bien suivi. Qui d'abord lui a donné la parole? Qui lui a donné la parole? Comme tu avais gardé le micro, ton portable mettre c'est qu'extension. Il a kidnappé le micro. Voilà, je voudrais vraiment que nous puissions applaudir pour le docteur. De pouvoir compter sur vous. La conférence était très riche, mais
Mais en fait, cette conférence, ce n'est que le début. Je le dis à chaque formation que nous organisons en ce lieu, que chacune des formations que nous avons, Dr Kapongo ne doit pas s'égosiller pour rien. Il a pris de son temps pour préparer l'exposé, ramener l'exposé à un niveau de compréhension générale, ce qui n'est pas toujours facile. Il a exposé, on a posé des questions, on vous a même aidé à avoir un petit secret. Et puis après, tout ça va aller dans les oubliettes. Vous allez oublier et continuer à faire les mauvaises choses qu'on faisait déjà au départ. Ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Donc je voudrais vraiment que chaque fois que nous apportons en plus à notre niveau de connaissance, que nous puissions chacun rajuster d'abord les tirs, hein, parce que nous avons, dans chaque formation, vient corriger certaines choses. Il y a des choses qu'on faisait mal, par ignorance ou par refus d'apprendre, je ne sais pas. Mais il y a des choses qu'on ignorait complètement, qu'on ne savait même pas. Donc, commencez par corriger les mauvaises habitudes. Il faut acquérir les bonnes habitudes, acquérir les nouveaux éléments, les nouvelles recommandations. Allez au-delà de ce qui est mis. L'exposé est une synthèse. Vous n'avez pas compris tel aspect, mais allez lire justement sur cet aspect et au besoin revenez vers le formateur ou quelqu'un d'autre pour chercher à comprendre tel ou tel autre aspect. Nous saluons la présence de tous ceux que nous avons conviés. Nous avons les infirmiers parmi nous, nous avons la nutritionniste, nous avons Papa Christian du labo, Maman Mimi qui s'est déplacée de l'imagerie. Nous avons voulu vous convier tous parce que vous avez compris que le diabète sucré c'est l'affaire de tous. Papa Christian. L'ionogramme, c'est pas une histoire qu'il faut attendre lundi matin. Le patient est arrivé vendredi soir, il va falloir attendre lundi matin pour avoir l'ionogramme. La bandelette, la cétonurie. Vous comprenez, il faudrait que nous puissions tous comprendre que chacun de nous apporte sa pierre pour une prise en charge efficiente. Maman Ami l'a évoqué et nous allons vraiment y travailler. Nous, ça veut dire nous, les médecins, et vous. Je crois que la correspondance vous l'a dit. J'attends de vous, Papa Paul, j'attends de toutes les entités une réflexion profonde. Tel que je l'ai dit dans la correspondance, vous invitant à ce séminaire, une réflexion profonde et des propositions concrètes. Il y a les recommandations, il y a ce qui s'est fait ailleurs, mais il faudrait que nous, à l'ASC, nous ayons justement un canevas de prise en charge des patients. Si le médecin fait mal son travail, ça va mettre à mal toute l'équipe. Si l'infirmier fait mal son travail, ça va mettre à mal toute l'équipe. Quand le labo fait mal son travail, ça va mettre à mal toute l'équipe. Donc chacun de nous a une pierre et pas la moindre qu'il doit ajouter à l'édifice pour que nos patients soient pris en charge correctement. Donc j'attends vraiment de chacune de vos entités des propositions concrètes que nous mettrons ensemble. Nous verrons avec le chef de Diabéto comment organiser une séance de travail avec toutes ces propositions pour que nous puissions dégager vraiment un protocole de prise en charge des patients diabétiques à l'ASC. Chers confrères, les patients qui sont hospitalisés, généralement quand ils sortent de l'hôpital, c'est comme si on les avait jetés dehors. Je ne sais pas si ça se dit jeter dehors, mais c'est un peu ça. Ils partent sans rendez-vous, sans orientation et puis ils sont partis. Que ce soit l'accouché, que ce soit le nouveau-né, que ce soit l'opéré, que ce soit le patient hospitalisé en médecine interne, c'est un peu la même chose partout. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de nos patients que nous ne devons pas abandonner dans la nature, mais que nous devons suivre. Si je ne me trompe pas, on disait que quand vous découvrez un diabète, ça fait 5 à 10 ans qu'il existe. Et généralement, on le découvre par ses complications. Et des fois, des complications assez irréversibles. Et c'est dommage de découvrir un diabète par une jambe qu'on doit amputer. Vous imaginez que ce patient-là fréquente l'hôpital depuis toujours. C'est un patient qui, depuis 10 ans, vient à l'ASC. Il est venu pour un paludisme, il est venu pour ceci, pour cela.
Mais c'est 10 ans après qu'on se rend compte qu'il est diabétique. Là, je pense que la grande faute réside dans le fief de ceux qui l'ont managé et qui l'ont suivi. Je nous recommande tous de nous approprier les formations que nous organisons, de nous approprier les recommandations. Nous allons, nous l'avons dit la fois passée, nous allons travailler, l'équipe de diabéto est là. Chaque formation, nous devons produire une fiche, on va construire des abacs pour la prise en charge, les tableaux là. Hein? Ça doit être inscrit, on mettra un protocole aux soins intensifs, un protocole dans le bureau des médecins, parce que tout ne va pas rester dans la tête d'emblée. Au moins, quand on a le patient, on consulte, on établit, puis progressivement, les bonnes habitudes vont s'installer. Docteur Kaï Babou, docteur Wela, j'espère que j'aurai ces documents. Le support, il vous sera donné aujourd'hui même. Nous allons, comme toujours dans les forums des médecins, les forums des stagiaires, on le donne le même jour. Par rapport au NURSIC, on va donner à l'un de vous qui va aussi le dispatcher dans leur forum chez vos numéros. Donc nous allons vous envoyer le support. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous vous rappelons que jeudi prochain, nous allons continuer la deuxième partie. Vendredi, excusez-moi, prochain, nous allons continuer la deuxième partie avec Dr Héritier. Nous parlions des hémorragies digestives. Et la première partie, nous l'avons eue le vendredi passé. Et le vendredi prochain, nous allons parler des hémorragies. Il avait annoncé le sujet à qui l'a retenu. Voilà, les hémorragies digestives sur des varices ésophagiques. Soyons là, soyons nombreux, soyons ponctuels. Venons pour apprendre et pour nous approprier toutes ces notions que nous avons apprises et que nous allons continuer à apprendre. Nous remercions la firme qu'on a vue il y a 2 jours seulement, c'est le mardi seulement qu'on s'est vu. Et mercredi, ils ont pris l'initiative d'être là aujourd'hui, de nous accompagner. Évidemment que l'accompagnement, je crois qu'on a parlé longtemps avec eux, ce n'est pas une affaire de fanta et de pain. Mais nous espérons que l'accompagnement va être beaucoup plus efficient. Vous avez vu qu'il y a des micros qui... J'ai failli chasser des gens ici, ça m'énervait tellement. Des fiches, des prises et voilà. Donc nous voulons progressivement faire des choses à la hauteur de la grande institution que nous sommes, des grands hommes que vous êtes et de la grande dame que je suis. Voilà, et sur ce, nous vous disons merci et nous vous demandons de rentrer dans vos services, allez vous occuper des patients. Merci.